Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom c'est Gab BT puis j'ai pas de cash. Mon invité c'est un auteur, compositeur, interprète, rockstar, nécrophile, ayant fait la traversée du lac Saint-Jean. Mesdames et messieurs, Peter Paul. Ça me fait Salut, plaisir. ça va Merci, bien? salut, gars. Ben oui, ça va. Ça va. Comment ça pourrait mieux aller avec une pandémie? Ah, mais tu sais, il disait, ça va bien aller. Ça va bien aller, arc-en-ciel. Esti. Ouais, hey, ouais, c'est ça. Ben, on va commencer un peu avec ma présentation de même. Toi, c'est vrai que t'es nécrophile et que t'as fait la traversée du lac Saint-Jean? Oui, c'est vrai. Les gens souvent se cachent derrière des personnages en or. Mais non, il faut se rendre à l'évidence, là. Mais je te dis quand même, faut pas se méprendre. La majorité des nécrophiles n'ont pas nécessairement d'attirance sexuelle pour les morts. C'est plus une attirance vers les odeurs nauséabondes, la putréfaction. C'est le plaisir de l'inertie, de voir l'absence de vie ou le moment où la vie s'en va. Bref, c'est passionnant. Et puis, c'est dur à accepter, là, mais quand même, on est à une époque où c'est l'acceptation de tout, hein, LGBT, BLT, bacon là-dessus, tomate, tout, n'importe quoi. Du bacon. Fait que oui, la nécrophilie, mais ça dépend des heures de la journée, je te dirais. C'est bon, ça. Mais ouais, c'est dans le fond, pour ceux qui l'ignorent, bande d'ignorants. Non, c'est pas vrai. Peter Paul, pour vrai, il est un personnage dans l'univers de mon oncle Serge. Il joue aussi avec lui. Mais ça, on va en parler plus loin. Mais, ben, c'est la deuxième, troisième question. Déjà, ça va bien. Tu viens d'où exactement? Moi, je viens du lac Saint-Jean. Je viens de Saint-Félicien, au lac Saint-Jean. J'ai passé là, mon enfance et mon adolescence là. Et puis, en 97, quand j'avais 17 ans, je suis parti au cégep Saint-Laurent en étudiant en musique. Ça a pris quelques heures, puis j'ai abandonné le cégep pour fumer mes prêts bourses et puis sombrer dans la nécrophilie. C'est bien, ça. C'est excellent. Puis, t'as quel âge avec tout ça? 41. C'est pas pire, tu le fais pas. Ah, ben, si je prenais ma caméra et je te le mettrais sur le dessus de la calvitie, tu trouvais que ça paraît un peu plus. Merci pour le compliment. Puis, ton repas de chip préféré quand t'as pas de cash, c'est quoi? Moi puis ma blonde, on s'est inscrit à l'épicier l'autre fois. Il y a un esti d'énervant qui appelle chez nous et qui dit oui, il y a un de tes chums, là, il te nomme un de tes amis Facebook, tu sais, qui t'a recommandé pour l'épicier. Tu sais, c'est du monde qui tu fais ton épicerie sur Zoom avec, puis là, il te livre de la viande. Pour vrai? Ouais, puis Ben, t'as hop. plus besoin d'acheter de viande à l'épicerie, c'est des produits québécois. Ah, Puis ouais. toutes des viandes là, surgelées, sous vide. Tu sais, c'est des bons produits. Tu amènes un congélateur avant ça. Fait que quand tu vas à l'épicerie, tu n'as plus besoin d'acheter de viande. Fait que dans le fond, je me souviens, il me posait la question, il disait vous, tu sais, mettons, des pogos, mangez-vous ça? Puis là, on disait ben, non, on mange pas ça. Mais mettons, peut-être une fois de temps en temps, tu sais, donne-nous une boîte parce que tu magasines ta viande pour 1 an, puis là, ils te donnent ça dans un Oh, gros shit. congélateur. Là, je me souviens qu'on se demande si on va prendre la boîte de Pogo. Finalement, la première semaine, on n'a rien que mangé des Pogo. On avait des bavettes de bœuf, puis il y a des tourneaux, puis il y a toutes sortes de belles coupes de viande, du vison, du furet, du pangolin, de la chauve-souris. Finalement, on n'a rien que mangé des hosties de Pogo pendant une semaine. C'est bon, ça. C'est vrai, c'est bon, des pogos. Qu'est-ce que tu manges, toi? C'est des Hein? Pogo aux potes? Ouais, ben en fait, je viens de manger un brownies aux potes que je me suis fait. Là, je viens de le finir.
Puis on va voir à quel moment de l'épisode ça va kick in. Penses-tu que je vais m'en rendre compte ou tout le monde sauf moi va s'en rendre compte? Je le sais pas, mais j'ai aucune idée. Je sais qu'il y a une fois. Ouais, pour ceux qui écoutent juste à l'eau d'eau, je viens de me prendre une gorgée d'eau pour me rincer la bouche d'après le brownies. Pour pas fucker avec la bière qui s'en vient après. Mais ouais, moi je fais de l'humour depuis comme 2 ans, mais là-dessus, il y a quasiment un an de. 2, 3, en tout cas. Je sais plus combien de temps, 2, 3 ans. Hey, moi, les dates, tabarnak. Mais bref, ça pour dire qu'à un moment donné, genre, je travaillais une nuit, puis j'avais un open mic le lendemain soir, mais il était fucking tôt, c'était genre à 6 h du soir. Puis je me suis levé à la dernière minute, genre 1 heure avant le show. Fait que j'ai déjeuné en vitesse avec un Rockstar, puis un demi-brownies que je m'étais commandé sur Internet. Puis quand je suis monté sur le stage, ça a kick in. Puis genre, je l'ai accusé tout de suite. Je vais être comme moi, ok, tout le monde, j'ai pris un brownies avant de m'en venir, puis ça vient d'embarquer, fait que ça se peut que j'aille l'air bizarre, tu sais. C'est toujours la même. Bref, tu sais, je l'avais prévenu. Man, le monde on rit, mais c'est parce que c'était même pas une joke. Mais c'est cool. Tu sais, quand tu penses que c'est une joke, mais c'est toujours le fun d'un rire imprévu. C'est juste ça que je voulais dire. Ça manque des rires des fois. Si je suis même chez nous, puis je me parle tout seul, je fais mes jokes tout seul dans mon salon, puis je m'envoie des gens morts pour rire de mes jokes. Ah, c'est ça. Chaque forme d'art a ses propres récompenses. Nous autres, c'est les applaudissements. On se met des foules en délire. Un peu, je t'en envoie. Hey, ça fait du bien. Je pense que j'ai reconnu les mains de quelqu'un que je connais. Malade, malade. Mais on a parlé un peu dans l'avant-show, mais on a parlé de ton parcours, mais jusqu'au cégep, mettons. Fait que on repart là. Si le monde veut avoir le début, ben c'est aller sur l'avant-show, vous inscrire sur Patreon. Mais ton parcours, mettons, à partir du cégep jusqu'à maintenant, ça ressemble à quoi? OK. Donc, plus sérieusement, là, à 17 ans, je quitte le Lac-Saint-Jean. Je veux faire un cégep en musique assez sérieusement, mais surtout, je veux connaître du monde qui font de la musique. Puis je veux commencer moi-même à faire quelque chose que j'aime là-dedans. Puis je me cherche dans tout ça. Puis à l'époque, vu que je viens du même village que Fred Fortin, puis que Olivier Langevin, puis ce monde-là, je les connaissais. Et puis, on se côtoyait quand même. Et puis, j'étais beaucoup, j'étais beaucoup inspiré quand même parce que cette gang-là faisait. Mais j'ai rapidement compris qu'il fallait que je fasse mes propres affaires puis qu'eux autres, ils avaient déjà leur projet et tout. Fait que, au début, moi, ce que j'aimais le plus, c'était faire de la musique instrumentale, puis faire de la musique psychédélique, puis faire de la recherche sonore. Fait que mes premiers groupes que je me suis fait là, vers 17-18 ans, c'était toujours de la musique dont tout le monde se calissait, de la musique expérimentale, vraiment cacophonique. Puis mon premier groupe, ça s'appelait Les Garettes à gaz. Puis on jouait dans des vernissages de peintres. On essayait de spotter des artistes peintres qui faisaient des affaires qui nous allumaient, puis on quémandait pour aller jouer pendant leur vernissage. Donc, quand les gens allaient voir Alcool gratuit. Ouais, c'est ça. Puis, dans les premiers événements, je me souviens qu'il y en avait un, ça s'appelait le vin d'horreur, le vernissage. C'était à l'UQAM. Ça s'appelait le vin d'horreur parce que les gars qui faisaient de la peinture, ils avaient fait un vin maison, mais ils l'avaient raté. Puis plutôt que de ne pas l'amener, ils avaient mis des étiquettes de tête de mort, de poison dessus. Puis ils disaient au monde de ne pas en boire, mais il était là pareil. Puis il n'y a rien qu'un gars, puis la soirée filmée, qui disait moi, je vais boire le. Dans toutes les tonnes, il se crisse en avant de la caméra pour parler, mais on ne l'invite pas. Puis, oui, je vais déguster pour vous le vin d'horreur, ce fameux vin. Puis, en chaque tonne, tu vois sa grosse face revenir, mais il est
plus en plus déboîté. À un moment donné, vers la fin du show, tu vois, le gars, il est à côté, c'est peintures, puis nous autres, on joue du bruit. On joue pas de la musique, on joue du bruit. Puis là, il y a des cheveux comme Slash dans Guns N' Roses, puis tu vois le vomi sortir au travers des cheveux jusqu'à temps qu'il tombe à terre, que le monde le sorte en le tirant par les pieds, puis le mettre sur le trottoir, sur la rue Sainte-Catherine, puis le film finit de même, le vin d'horreur avec les garettes à gaz. Je pense que l'événement d'après, j'avais 17-18 ans, c'était au cégep de Jonquière, puis les artistes peintres il y en a qui sont encore quand même assez actifs là-dedans. Tu as Nicolas de la Sablonnière, tu as Sien-Sébastien, un gars de Québec. Il y a une gang, là, il y a un sculpteur, Thomas Meloche, je pense qu'il y était 5. Puis ils ont décidé, pendant qu'on jouait, de faire une peinture avec de l'huile, de la peinture à l'huile, une espèce de gros 4x4 complètement boité. Puis quand on a joué une chanson qui s'appelait Boucan noir, il y a quelqu'un qui a eu la brillante idée de mettre le feu avec son lighter dans la peinture à l'huile. Mais c'était quand même pas mal de peinture à l'huile qui venait d'être appliquée. Moi, je jouais de dos au monde parce que j'étais gêné, puis ce qu'on jouait, c'était gênant, puis il n'y avait pas de parole. Je regardais le drama, puis à un moment donné, je me sentais comme c'est un solo, les gars m'écoutent, tout le monde arrête de jouer, puis il n'y a rien que moi qui joue jusqu'à temps que je me rends compte que l'alarme de feu sonne, puis les polices sont dans le cégep, les pompiers. Le feu t'avait pas pire pris quand même. C'était dans un cégep. Ouais, dans un cégep. Puis le lendemain, là, de notre brosse, là, on avait ramassé le plancher, on essayait de nettoyer de l'huile à terre. Bon, tout ça pour dire qu'on faisait de la musique instrumentale. Quand je dis on, là, c'était moi et les chums qui travaillaient avec moi à l'époque. Puis assez rapidement, je me suis mis à faire des projets solo, toujours sur un nom différent, mais jamais très sérieusement. J'avais un disque qui s'appelait Les Phares de Pierre Poul. J'en avais un autre, c'était Chef Peter. Là, j'en avais un autre, c'était Peter Poul. Puis à chaque fois que je sortais des albums que je faisais tout seul dans mon bar, c'était toujours des autoproductions qui n'avaient aucune envergure. Et puis, Fred Fortin a mis la main sur celui qui s'appelait Peter Paul, puis il m'a invité à faire des premières parties aux alentours de 99-2000 à Montréal. Puis il y a eu un de ces shows-là là, au Cabaret Music Hall que mon oncle Serge, a assisté. Puis là, il était intéressé là, de m'auditionner pour qu'on puisse collaborer. Donc, à partir de 2002, là, j'ai commencé à jouer officiellement avec Serge. Puis entre là, mon cégep, je te dirais, puis 2002, où j'avais 22 ans, c'est toutes sortes de projets. Tu sais, je me gardais quand même assez actif, mais c'était toujours des projets qui n'avaient aucun retentissement. Je travaillais très longtemps pour booker une salle, pour faire un show qui avait du monde qui venait voir. Puis tu sais, ça suscitait quand même une certaine curiosité chez le monde qui venait voir, mais rien pour gagner là, ma vie avec ça, là, loin de là. Fait que je me suis ramassé à enseigner la musique, à m'emmener tout le temps 2 soirs ou 3 par semaine. J'ai travaillé dans une école de raccrocheurs aussi en 2003, je pense, à m'emmener. Une école où les gens se faisaient foutre dehors des polyvalentes, puis quand ils se réinscrivaient à ça, il y avait des cours de musique, mais tu n'avais pas de notes. Puis là, je leur montrais à jouer du cryptopsy, puis des affaires de n'importe quoi que ça a le temps. C'était un prétexte pour jaser avec eux autres. J'ai développé un intérêt pour l'intervention. Fait que par après, là, j'ai fait un bac par cumul de certificats pour travailler en intervention. Fait que j'ai jamais eu vraiment beaucoup d'intérêt à faire de la musique avec plein de monde, des artistes que j'écouterais jamais ce qu'ils font pour gagner ma vie. Je me suis tout le temps concentré sur les choses que j'aimais, puis l'argent que j'avais besoin pour finir de payer mes billes, je l'ai toujours gagné en faisant d'autres choses. Ah, c'est cool, ça. Puis là, en ce moment, tu travailles-tu en intervention? Ou ben... Je travaille dans un carrefour jeunesse emploi. Ah, ouais. Je travaille avec des personnes qui ont des difficultés de placement, mais qui ont des formations post-secondaires. Fait qu'un peu n'importe qui
pour des raisons différentes, qui a fini un diplôme DEP, cégep, université, mais qui a de la misère à se placer. On les aide dans des démarches, puis on fait des suivis avec ce monde-là. Je trouve ça cool. Ça fait que pendant la pandémie, plutôt qu'à me branler toute la journée, je ne me branle rien qu'une partie de la journée. Ah, c'est bon, ça. Tu as pensé à une de tes tunes crossées? Oui, c'est une chanson que j'ai composée pendant que je le faisais. Puis à chaque fois que je l'écoute, l'envie me reprend aussitôt. C'est bon, ça. On a des bonnes histoires de tunes ici au podcast. Au pas de classe. Pas de cash, pas de classe. Mais, ouais, ça, ben, tu disais, dans le fond, tu as quand même des trucs. T'as-tu des trucs enregistrés qui n'ont pas sorti ou que. J'en ai tellement, là, Gab, c'est débile. La majorité des trucs que j'ai faits, c'est des affaires qui n'ont pas sorti. Quand on tombe dans une game où ce que, disons, Serge, parce que quand je parle de Serge, pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est que majoritairement, depuis 2002 jusqu'à présentement, j'accompagne Serge, mais beaucoup, je compose des musiques pour lui, aussi mon oncle Serge, puis je fais beaucoup d'arrangements, surtout pour ses musiques. Fait que souvent, tu sais, j'ai une panoplie de tunes, tu sais, puis moi, c'est ainsi beaucoup avec Hugo Divito, le drummer, qui est un de mes chums. Depuis plusieurs années, on parle de concept, on parle d'une période de musique, de certains artistes, on essaye de s'en inspirer, puis on bâtit du stock, puis quand je le faisais pas avec lui, je le faisais avec d'autres, mais maintenant, à force d'essayer de recréer un univers musical, de le mettre à notre façon, quand Serge il veut sortir des projets puis qu'il nous envoie des badges d'automne, souvent on a déjà un peu mis la table de près ou de loin pour avoir des idées, des concepts. Fait que j'essaie toujours de me garder en shape par rapport à me demander qu'est-ce que je veux faire pour ne pas refaire tout le temps la même affaire. C'est important pour moi, là, même si je joue dans un créneau plus que j'accompagne quelqu'un qui fait des chansons, que le texte, c'est ce qui prime. Moi, pour moi, l'intérêt musicalement de trouver quelque chose qui est pas la même chose que ce que j'ai fait avant, je trouve ça important. Fait que c'est pas nécessairement une question de guitare, mais plus une question de concept, de me demander qu'est-ce que je veux faire. Puis voilà. Ah, c'est cool. Fait que dans le fond, tu pognes les textes de Serge, puis c'est tes musiques que tu as déjà faites, ou ben non, tu réarranges ou. D'habitude, je te dirais que je trouve des nouvelles musiques, mais je m'inspire de musiques que j'ai faites durant ces moments-là ou des affaires que j'écoute. Puis aussi, je fais beaucoup de musique qui reste à moi ou qui se ramasse que Serge n'en est pas servi. Quand je dis que je fais beaucoup de musique, il y a des vagues où j'en produis beaucoup, puis d'autres où j'en fais plus. Mais je dirais, là, j'ai 41 ans. Depuis là, que j'ai à peu près 19 ans, là, je me suis acheté un 4 pistes à cassette. Puis là, après ça, je suis tombé avec des ordis puis un vrai kit. Mais j'ai toujours des périodes où j'ai beaucoup envie de faire des musiques. Puis plus que de pratiquer la guitare, je te dirais, ça, je l'ai beaucoup fait avant justement d'avoir 17, 18, 19 ans. Et à un moment donné, quand je sens que je pogne un nœud puis que j'ai besoin de retravailler un peu de la technique, là, je vais reclencher, je vais passer des bouts à pratiquer rien que la guitare. Si je veux apprendre un nouveau style, si je veux m'inspirer de nouvelles bébelles. Mais souvent, le travail que je fais, c'est même pas un travail guitaristique, c'est plus un travail de recherche sonore puis de me demander qu'est-ce que je veux faire. Ah, c'est cool ça. Puis tu penses-tu, genre, un moment donné, piger dans ces morceaux-là, puis sortir de quoi, genre, un autre album de Peter Paul? Ben, comme on parlait dans la première partie tantôt de ton émission, c'est que sortir un album de Peter Paul, oui puis non, parce que Peter Paul, je l'ai fait parce que je ne jouais pas encore avec Serge, parce que je me sentais obligé de chanter, de composer des chansons, alors que j'aime pas vraiment ça, écrire des paroles de chansons. J'aime Ouais, lire, mais j'aime un projet écrire. instrumental, mettons. Peut-être plus. Puis
la raison principale pour laquelle je ne l'ai pas faite, c'est parce que je me tiens assez occupé avec les projets qui fonctionnent, qui roulent. Puis à partir du moment où je ne serais plus sollicité pour faire des choses par Serge, puis que j'aurais envie de faire de la musique, là, probablement qu'à un moment donné, par défaut, je me mettrais à investir plus de temps, me demander qu'est-ce que je fais et comment je l'articule. Mais étant donné que le temps que j'ai à mettre est comblé par les besoins que Serge me demande, ça fait en sorte que je mets toujours un petit peu mes affaires de côté, surtout parce que je me trouve chanceux là, de jouer avec quelqu'un que ses affaires roulent bien, Ah, c'est puis qui me donne de la corde, puis qui me donne de la latitude pour mettre ma couleur jusqu'à un certain point. Ben, tu sais, t'es quand même devenu un personnage dans les chansons de mon oncle, tu sais. Tu sais, t'es comme un peu mythique, tu sais, dans l'univers mon oncle Serge, là. Ça, c'est pas à moi de le dire puis de le juger. Pour moi, ce qui est important puis ce qui est le fun, c'est de sentir qu'on se renouvelle puis qu'on joue encore, puis qu'on a encore le goût de jouer ensemble. C'est ça qui est le plus important. C'est de savoir sur une scène que ça fait depuis 2002, puis après ça, avec les gens de Peter Paul, le groupe de rock comme David Valentine, le bassiste, que c'est lui qui s'est joint à mon oncle Serge, que je l'ai introduit à ça. Fait que, comme si un peu le groupe Peter Paul s'est ramassé être le groupe accompagnateur de Ça, c'est Serge. quand même cool. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui me satisfait énormément de pouvoir prêter main forte à quelqu'un qui est déjà établi, qui fonctionne bien, puis que cette personne-là me donne de la marge de manœuvre, puis me donne quand même sa confiance pour travailler encore avec. Non, ça, c'est cool. Moi, j'adore mon oncle, là. Je sais même plus combien de fois je l'ai vu en show, même si j'en ai manqué une coupe. Euh, c'est dans mon top 5 au Québec, pour vrai, là. Mais on est là plus pour parler de toi que de mon oncle, même si ça vient par la bande sur le Oui, c'est ça. sujet, là. Oui, ça a pris quand même beaucoup de place. C'était le projet principal que j'ai eu en musique. Puis, comme je te disais tantôt, mes affaires à moi, j'en ai un jour peut-être. Puis aussi, j'ai d'autres intérêts pour d'autres choses que la musique. Fait que, tout le travail que je fais parallèlement à la musique, pour moi aussi, a de l'importance. Ah, Quand je parle de travail parallèle à la musique, c'est du travail pas en musique. ouais. Ouais. Ah, ouais, c'est cool, ça. Mais j'ai déjà été d'un programme de Carrefour Jeunesse Emploi. C'était Jeunes en Action, ça se peut-tu? OK, je pense qu'il existe encore ce programme-là. Je ne sais pas trop exactement de quel que tu parles, mais C'est comme des rencontres de groupe à chaque semaine, là, puis t'as des activités de groupe, puis ce que je sais aussi, c'est que les carrefours jeunesse emploi ne sont pas nécessairement uniformes entre les régions, les MRC. Tu vois, il y en a qui offrent plus de projets, que d'autres. Ils ont toutes la même mission, grosso modo, mais je trouve ça quand même noble de dire que tu travailles en employabilité avec du monde, mais au-delà de travailler en employabilité, tu essaies de les aider à développer des skills, parce que des fois, garder un job, c'est bien plus une question de vouloir avoir une routine, savoir ce que tu aimes, savoir ce que tu n'aimes pas, gérer un peu tes émotions personnelles en lien avec des conflits de travail avec des collègues. Souvent, tu vas travailler, puis même si tu aimes ce que tu fais, tu te fais chier pour d'autres raisons. c'est clair. Il y a bien des sujets qui peuvent émerger de tout ça. Mais moi, le travail d'intervention, j'aime ça. Puis aussi le travail de rien que de réflexion par rapport à notre société, quels sont les besoins des gens, pourquoi les besoins sont mal répondus, qui a de la difficulté, pourquoi il y a de la difficulté, puis d'essayer de se mettre à la place de personnes qui demandent de l'aide et qui sont volontaires. C'est difficile, c'est pas toi qui règle les problèmes des autres, mais moi, comme en ayant fait un bac par cumul de certificat pendant que je jouais avec mon oncle d'ailleurs, puis je faisais de la musique. J'ai fait de l'intervention en toxicomanie, j'ai fait de la criminologie, j'ai fait de la victimologie. Puis j'ai tout le temps eu un intérêt là, pour, autant quand j'enseignais la musique, pour essayer d'aider puis d'écouter du monde. Pourtant, je ne suis pas le plus social. Là, je te parle de ça, mais
Mettons que quelqu'un que je connais pas, il vient me voir dans la rue, il me parle souvent, ça me tente pas, tu sais. Mais quand je suis dans un cadre que je me mets dans la tête qu'il y a du monde qui vont venir me voir, qui réclament de jaser de leurs problèmes, qui demandent des conseils, puis tout ça, tu sais, je le fais là, quand même de bon cœur, avec intérêt. Puis ça me permet de pas trop me casser la tête avec quelle sorte de musique plate je pourrais pas jouer pour faire plaisir au monde, pour gagner ma vie avec ça. Puis tu sais, en même temps, c'est pas rien qu'une question de goût, hein, c'est une question d'intérêt. Tu sais, moi, je fais mes affaires, puis ça intéresse le monde que ça intéresse. J'en suis venu assez rapidement au constat que ça l'intéressait mes affaires de Peter Paul puis mes projets personnels, pas assez de monde pour en gagner ma vie. Fait que, tu sais, plutôt que de voir qu'est-ce que je peux faire pour bonifier ça, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire d'autre que de la musique pour moi faire ce que j'aime en musique, puis pas me casser la tête avec qu'est-ce que je devrais ou qu'est-ce que je pourrais. Ah, ben, c'est sûr, là. Mais tu sais, j'imagine que ça va être quand même plus valorisant maintenant faire ta job que vendre des lotos Québec dans un dépanneur à une petite vieille. T'sais. Ma mère me disait il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de ça, Jean. Je suis d'accord, mais je parle pas de ce métier saut, mais de métier valorisant. Parce que moi, Ouais, j'ai été longtemps commis de dépanneur, puis sérieusement, t'es pas payé assez cher pour te faire chier par les acheteurs de l'Auto-Québec qui arrivent avec un duotang se dépêche de vérifier, rejouer. Là. le service à la clientèle dans des places comme ça, le calice que j'haïrais ça. Ah, man, pour vrai. De nuit, c'est cool, parce que de nuit, t'as pas. De minuit à 5 heures du matin, la valideuse marche pas. Fait que la clientèle d'Auto-Québec, t'es as pas avant 5 heures du matin, là, tu sais. Fait que de nuit, c'était bon. Tantôt, on en parlait un peu. Pendant 2 ans, je faisais de la bouffe pour la microbrasserie Dieu du ciel. Puis, à un moment donné, je me plaignais une soirée à mes boss. Je disais, ouais, mais les serveurs, ils font bien plus de types. Puis moi, je suis en arrière du comptoir, puis je fais de la bouffe, j'ose au monde. Puis ils m'ont tout de suite fermé la gueule. Ils ont dit, tu veux-tu te prendre un plateau, on va faire du service. Je pense après 3-4 clients, j'ai redonné le plateau. J'ai dit, moi, je retourne faire mes nachos puis mes bols de noix. Hein. Fuck off. Ouais, j'avoue, mais moi, il y a quelque chose que. Je sais qu'il y a des places qui font ça, mais c'est plus rare qu'autre chose. Que tout le type, genre, il est splitté à tout le monde. Tu sais, même le plongeur, il y a une partie du type. Ça, c'est hot. Quand c'est Ça, proportionnel, tu sais, quand même, là, mais ça, c'est une bonne idée. mais j'ai vu ça une fois, puis j'ai travaillé dans 10 000 cuisines, genre. Il était de même aux yeux du ciel. Là. Il y avait le souci quand même que, que les gens qui travaillent là continuent leur projet personnel, un souci d'équité entre les employés. Moi, là, franchement, c'était une belle expérience, puis ça m'a permis de connaître la bière de micro. D'ailleurs, j'encourage à boire la Dieu du ciel, ce que je fais présentement, en ce mardi soir. Ouais. Ben, moi, je vais te faire un cheers, mais c'est pas une super bière. Fait que c'est juste, on va dire, une IPA random. Santé, mec. Merci Santé. pour l'invitation. Puis, ben là, tu habites à Montréal ou t'es au lac? Je suis plus aux alentours. Je suis dans l'Anaudière. Moi, Okay. j'ai quitté l'île de Montréal. J'aime beaucoup Montréal, mais je suis rendu avec un petit gars, puis je voulais une vie de famille, puis je me suis éloigné un peu. J'aime pas les banlieues là, de Montréal non plus. Je trouve ça trop quétaine puis trop cher. Mais je me suis quand même éloigné à 1 heure de Montréal. T'es où? Je suis un peu dans le coin de Joliette, si on veut. OK. Non, c'est parce que il y a 2 épisodes, j'ai reçu Ghislain Dufresne qui était dans Chicken Swell dans Camp en masse. Ouais. Et il me disait qu'il habitait, je me souviens plus quel village, mais dans la Naudière aussi, genre. Ouais, je me demandais si c'était dans le même coin. J'ai été à Joliette, je restais là 3-4 mois en 2013. Tu vrai? Ouais. Ouais, genre, le printemps, genre, mettons de mars à juillet, genre, la fin de même. Il y a beaucoup de musiciens de musique trad dans ce coin-là, du monde qui tripe sur
les rigodons. Tu as une culture quand même de musique traditionnelle assez bien établie. Et puis, quand je dis assez bien établie, je pense que c'est pas mal la place au Québec pour la musique Ben, la trad. bottine souriante, ça vient de là. Ouais, Puis, c'est ça, il y a des esti musiciens de ça, tout. Tu sais, moi, c'est pas. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand j'étais petit cul, je pense un des premiers disques que j'écoutais en boucle, c'était Le Rêve du Diable, qui est vraiment des chansons à boire, là, des chansons folkloriques. Puis, mais c'est pas à cause de ça que je suis venu ici, là, c'est rien qu'à cause que c'était proche de Montréal, puis c'était pas à Montréal. Ça, en plus, pour travailler en intervention, je n'étais pas assez bon en anglais, puis c'est un domaine où il faut que tu sois quick. Le monde te parle, ils vont pas bien, ils ont des problèmes, ils t'expliquent leurs affaires, puis si t'es pas sur la même longueur d'onde, ça marche pas pantoute. c'est clair, c'est clair. Si je fais ça à Montréal, puis à Montréal, il y a d'autres problématiques que la barrière de la langue aussi. Tu as toutes sortes de biais culturels. Tu vois pas, disons, du même œil, le même problème, dépendamment de ton éducation, dépendamment de tes valeurs. Ça, il faut que tu te mettes à la place de tellement d'affaires. C'est super intéressant, mais je lève mon chapeau au monde qui réussissent à le faire, là, des travailleurs de rue, Moi, en tout cas, je suis trop pas bon pour le faire là-bas. Fait que je suis venu le faire ici. Mais ce que j'ai trouvé de nice, pareil, pendant les quelques mois j'étais à Joliette, j'étais là pour le show de la Saint-Jean. Puis le show de la Saint-Jean cette année-là, c'était les bébés. Fait que j'ai vu les bébés avant que les 2 tiers des bébés soient morts. Fait que c'est quand même cool. D'ailleurs, quand Patrick Bourgeois est mort, les radios se sont remis beaucoup à faire jouer les bébés. Hein? Ça se peut. La dernière fois que j'ai écouté la radio, c'était au mois de septembre où j'ai fait 3 semaines dans un couche-tard sur un chiffre de soir avec du Loto-Québec, puis ça a été fini. Je ne veux pas offenser personne, mais je trouvais ça un peu dommage parce qu'on s'en ennuyait pas trop des bébés quand même. Mais bon, tu sais, c'est un hommage à un défunt, mais bon. Ouais. Quand même, c'est pas comme si c'était bien bon non plus. Ben, ça a quand même marqué beaucoup de monde. Moi, c'était pas un band que j'écoutais. Moi, j'étais kid, puis ça jouait à la radio, puis j'étais quand même content de les voir en show à Saint-Jean cette année-là. J'étais comme, ça jouait quand j'étais kid, genre. Ouais, c'est ça. Il y avait des hooks pour les gamines quand même. C'est un très bon groupe pour plaire aux jeunes filles de 7 ans. D'ailleurs, ma soeur était une grosse fan à l'époque. Elle se crêpait le toupette. Mais non, il ne faut pas parler contre les bébés. C'est quand même un groupe qui a marqué la culture québécoise. Puis je pense que Patrick Bourgeois travaillait beaucoup pour RBO. Il a fait des musiques. Ouais, je sais qu'ils ont fait des trucs. Ouais. Je me souviens plus quelle chanson, mais il a travaillé avec RBO. Non, c'est quand même, c'est des gars qui connaissaient leur affaire et qui ont été capables de susciter de l'intérêt. Là, je leur lève mon chapeau. Mais c'est pas ça que je vais choisir d'écouter à soir, mais qu'on ait fini notre podcast. Mais j'avais entendu un moment donné, je pense que c'était sur un album hommage ou quelque chose. Il y a les Denis Drolet qui avaient repris la tune Seul au combat. Je trouvais ça quand même intéressant que les Denis refassent du bébé. Puis pour vrai, la tune était bonne. Moi, ben, je les aime beaucoup, les Denis. Là. Moi aussi, j'aime ce qu'ils font. Pas mal. Les Denis Drolet, ça, je suis pas un fan fini, mais j'aime pas mal ça. As-tu vu, ils sont partis à un Patreon il y a quelques mois? Non, ils ont un podcast dessus qui sort à chaque semaine. Puis il y a plein de bonus. Il y a des tunes en bonus qui mettent sur le Patreon. Des tunes qui n'ont jamais sorti ou des nouvelles affaires. Pour vrai, ça vaut la peine. Hey, regarde, je fais de la pub pour leur Patreon. Je vais faire la pub pour le mien aussi. Pour avoir les épisodes en vidéo, en audio avant tout le monde, puis avoir l'avant-show, qui est carrément un supplément au podcast. Pour 7$ par mois, c'est pas cher. Il y a des filles qui chargent plus cher pour du OnlyFans, puis il n'y a pas autant d'heures de contenu que ce que j'ai sur mon Patreon. Fait que fuck OnlyFans, abonne-toi à mon Patreon, le forfait à 7$. Tu as le forfait à 3$, mais ça, c'est juste audio. T'as pas l'avant-show. Fait que pour comme 4$ de plus, tu as un podcast de plus l'audio avant tout le monde. Bref, la plug est finie. On continue. Hey, 4$, c'est pas cher. Puis je pense que ton podcast, quand on l'écoute à l'envers, il y a des messages subliminaux. En plus, ça dit que j'aime les bébés. Ouais. Puis là, t'entends la voix de Jean-François Harrison aussi qui dit
Moi aussi. Mais ouais, avec la pandémie, c'est quoi qui te manque le plus entre aller à la fourchotech ou te faire acclamer par les foules puis signer des paires de boules? C'est définitivement aller à la fourche à tech, d'autant plus que ça a brûlé et que ça n'existe plus. J'aimerais beaucoup ça, aller me recueillir dans les cendres de la fourche à tech. Ça a vraiment existé, cette place-là? Ça n'a pas brûlé, mais ça n'existe plus. C'était un bar à Saint-Félicien, ça s'appelait la Boulatique. Ah, ok, Puis, je connais pas. c'est authentique, ben c'est bon signe que tu connaisses pas ça. C'est authentique. Quand j'étais adolescent, j'aimais pas ça y aller, mais tous mes amis se mettaient du gel dans les cheveux, puis ils allaient écouter du disco. Puis, moi, j'allais là, puis je me forçais, je trouvais ça plate. J'aimais mieux rester chez nous puis prendre de la drogue. Mais à un moment donné, je me suis réconcilié avec la Boulatek en écrivant la chanson Crossé. Puis j'ai surnommé la Fourchatec. Et puis, c'est une chanson dont je suis extrêmement fier quand même. C'est l'œuvre d'une vie, la chanson Crossé. Mais ça, je trouve ça cool parce que toi, t'as crossé, mon oncle a fourré. Tu sais, c'est quand C'est, même cool, pareil. c'est moi qui a commencé. J'ai écrit Crossé avant qu'il écrit Fourré, mais je pense qu'il ne connaissait pas la chanson Crossé. Fait que finalement, tu peux les écouter les deux en même temps quand tu as deux radios. Ça fait cross Mais, fourré, c'est encore meilleur. mais là, je viens d'avoir un flash, je lance l'idée, là, je viens juste de penser à ça. Il me semble que ça serait cool, une espèce de 45 tours split avec crossé d'un bord puis fourré de l'autre. Mais pas en musique, rien qu'un vidéoclip. Je suis pas sûr que j'ai goût de devoir te crosser. Non, pas moi. Pas moi, ça pourrait être un invité. Non, pour vrai, c'est une chanson absolument ridicule qui était une des chansons sur les démos que je faisais qui n'étaient pas nécessairement des démos que je souhaitais faire entendre. Puis dans tout ce que j'ai fait, je chantais quand je faisais entendre à des chums que cette chanson-là suscitait un certain intérêt. Puis à ma grande surprise, j'en entends parler 25 ans après. Ça fait 25 ans. Tabarnak. Hey, je dis 25 ans, j'exagère. J'ai 41 ans. J'ai dû écrire ça vers 18-19 ans, cette chanson-là. Nice. Puis, c'est. J'avais vu, je sais que me semble j'avais vu dans la pochette de ton disque que tu avais eu le soutien du jeune volontaire. Hey, oui, c'est vrai. J'avais été en. Puis ça, comme le disque, c'est écrit qui est sorti en 2007, mais comme je t'expliquais plus tôt un peu, c'est un disque que j'avais fait, je pense, j'avais fini en 2003-2004 avec des chansons qui traînaient déjà depuis des années. Ça a tout le temps resté dans le tiroir jusqu'à temps que je décide de le sortir, rien que pour pouvoir le vendre après les shows de Serge, tu sais. Puis finalement, c'était quoi ta question? Vu que tu avais eu l'aide du Oui, c'est programme ça. de. Je me souviens d'aller au centre local d'emploi à Robertval là, vers 19-20 ans. Puis un de mes chums qui faisait de l'art visuel m'avait dit que ça existe une subvention pour écrire de la musique, pour faire de l'art, n'importe quoi. Puis il m'avait tout expliqué comment faire. Puis quand j'avais été à Robertval, au centre d'emploi, il connaissait même pas le programme, le fonctionnaire à qui je parlais. Puis là, il dit ah, ouais, ça existe, c'est bien le fun. Fait que là, c'était quasiment moi qui fouillais dans son tiroir pour y sortir le formulaire. Puis je l'ai eu, j'ai été payé pendant un an. Puis eux autres se disaient c'est donc bien merveilleux, on va essayer de faire la promotion de ce projet-là. Puis ils m'avaient demandé s'ils pouvaient faire un signet avec ma face puis qui parle du projet Jeunes volontaires, puis même d'aller dans les écoles m'en parler. Oh, Puis ouais. quand ils ont entendu la chanson Crossée, la chanson Les putes, finalement, ils se sont désistés, puis ils ont décidé de demander à une fille qui faisait du macramé de faire la promotion du projet. C'est bon, ça. Puis j'ai demandé, je pense, 3 ou 4 ans après, un autre projet Jeunes volontaires avec
quittera pas le groupe de rock en disant qu'on allait faire un deuxième disque. Mais dans le fond, c'est parce qu'on voulait finir le premier qu'on n'avait pas fini. C'était un travail échelonné sur à peu près aussi longtemps que mon deck là, de 2 ans. Je l'ai fait en à peu près 7 ans, mon album. Puis pour finalement le sortir, tant qu'à l'avoir fait en 2007, mais c'était déjà des vieilleries. Puis ça me tentait pas tant que ça de le promouvoir et mettre du temps là-dessus. C'était un projet plus que parallèle. Ouais, mais en tout cas, moi, pour vrai, je recommande à tout le monde d'aller l'écouter. Mais pourquoi il n'est pas sur Spotify? Je pense que J'ai sorti tu. ça. Moi, je me suis auto-produit avec l'aide Du dont tu parlais programme. tantôt. Là, ouais, c'est ça. Puis après ça, j'avais rien qu'un distributeur qui a fait faillite. C'était Local Distribution. Puis ça, Local Distribution, il faisait quand même beaucoup, beaucoup de distribution de Il disques était pour sur des artistes. Saint-Hubert puis Ontario dans le temps. That's it, c'est ça. À côté de la clinique de dépistage pour MTS. Puis, il y avait quand même énormément comme d'artistes émergents. C'était vivant, c'était cool au fond. Oui, je me rappelle, il sortait des compiles. En tout cas, je me rappelle d'avoir payé une compile qui avait sorti, c'était un 2 CD avec plein de bands locaux. Ouais. Il y a plein de bands. Okay, il y en a que j'écoutais pas dessus parce que c'était pas mon genre, mais il y a beaucoup de bands qui étaient là-dessus que j'étais comme, c'est bien bon ça. Je découvre de quoi. Puis... C'était hot, ça. Puis c'est le premier des distributeurs qui a tombé. Après ça, là, tous les distributeurs sont en train de planter. Après que les HMV aient planté, tu as eu DEP qui a planté. Puis là, c'est Select qui appartient à Québécois qui vient d'annoncer qu'ils ne feront plus de distribution de disques. Tout ça pour dire que quand ils ont fait faillite Local Distribution, les artistes qui vendaient encore un peu de disques, la compagnie Outside, qui est une compagnie, je pense, en Ontario, ont repris quelques disques, ceux-là dans la banque de Local. Puis ils ont pris le mien, mais sans que personne m'en parle. Fait qu'à un moment donné, je suis sur iTunes, puis là, je me rends compte, mon disque il est à vendre sur iTunes. J'ai jamais reçu une scène pour ça. Je sais même pas ce que c'est là. J'ai écrit à Outside, ils m'ont répondu. J'ai dit, je veux savoir, vous êtes rendu dans le cumul des affaires, tout ça. Là, ils m'ont proposé de m'envoyer un chèque de 12,27. Puis après ça, j'ai résilié mon contrat avec eux autres. J'ai jamais su combien de disques c'est vendu sur ces plateformes numériques-là. Je m'en fous pour vrai. Mais tu pourrais le mettre sur Bandcamp. J'ai entendu dire que c'était un autre qui avait la meilleure cote pour les artistes. Là. Ouais, puis en même temps, si je le fais pas, c'est pas parce que je sais pas trop comment faire, c'est plus que parce que ça me tente pas. T'sais. Là, tu m'invites, on en reparle tout ça, mais je me répète. Pour moi, c'était un des multiples projets de composition, personnel, d'expérimentation. Puis celui-là, même si c'est lui que j'ai mis de l'avant parce qu'il y avait des paroles, dans un sens, c'est quasiment celui que j'aime le moins dans toutes les expérimentations que j'ai faites parce que je me sentais obligé de dire à un moment donné, je vais mettre des paroles, je vais essayer de faire des chansons, puis tout ça. Puis à force de jouer avec Serge, puis de jouer avec quelqu'un qui est vraiment qui aime le faire, puis qui aime composer des chansons, qui aime animer entre les chansons, puis tout ça, je me suis rendu à l'évidence que je me forçais pour le faire, puis que mon intérêt, c'était de créer de la musique, point final. Ouais, mais tu sais, je me dis juste de le mettre là, puis tu sais, si t'en vends 8, t'en vendras 8. Si tu sais, au moins que la musique, elle soit accessible, parce que pour vrai, c'est des... Musicalement, tu sais, les paroles, c'est nice, sont drôles, je trouve ça cool, mais tu sais, t'es forcé, mais musicalement, je trouve que le colissement du talent, ça rentre, c'est pesant. Je trouve que cet album-là mérite d'être découvert plus qu'il l'est déjà. Ça, c'est mon humble avis, genre. Peut-être que tu as raison, ça dépend. Tout le monde aura sa propre opinion, je le sais pas. Moi, je jongle entre ça me tente pas, puis je suis pas si fier de ce produit-là. Je trouve ça, je trouve que c'est des paroles.
trouve que c'est des paroles tellement pépi cacapouille à quelque part, tu sais, que... Non, mais on aime ça, là. Tu sais, on va se le dire, OK, question de même, tu joues avec mon oncle. Quand il joue fourré, même si ça fait 1000 fois qu'il la joue, la réaction du public, c'est quoi quand elle commence, la tune? Pour un ensemble de raisons différentes, c'est sûr que cette chanson-là suscite toujours de l'intérêt, peu importe où, quand tu chantes, c'est une des chansons que les gens veulent entendre. Puis, est-ce que Parce que, c'est vraiment rien qu'à cause du propos ou c'est à cause de ce que ça génère comme vibe? Tu sais, c'est dur à dire. C'est sûr qu'il a fait beaucoup parler quand il l'a sorti, cette chanson-là. Pour moi, ça fait partie d'un tout, mais oui, c'est une des chansons qui se démarque beaucoup. Je ne sais pas, c'est peut-être à cause du propos, mais c'est peut-être à cause d'un ensemble de raisons ben, aussi. on aime ça quand c'est gras, là. En tout cas, là, je parle personnellement, là. On aime bien ça quand c'est gras, puis pesant, puis cet album-là, il répond aux critères. Genre, c'est pour ça, moi, j'essaie de le pousser à le mettre, genre, à le rendre accessible le plus possible. Serge aussi m'encourageait beaucoup, puis il aurait aimé ça, que je travaille plus fort sur le projet. Il en parlait, il voulait quand même il trouvait ça digne d'intérêt, mais j'avais pas assez de plaisir à le faire pour persister dans cette direction-là. Ah, bon, ben, c'est cool, ça. Mais pour en revenir à la composition avec mon oncle, je sais que c'est toi qui as composé l'entièreté de Ça, c'est de la femme. De ce que Toutes les j'ai. musiques, sauf Toutes les musiques. une ou deux chansons. Là. Je pense qu'il y a la chanson Chanteur engagé, que c'est lui qui a fait, puis une autre qui s'appelle Musicien, mais c'est quand même un arrangement que j'ai beaucoup retravaillé. Mais oui, cet album-là, contrairement aux autres où je travaille sur. Il envoie souvent des chansons à la guitare sèche, puis je réfléchis avec Hugo Divito, souvent avec les autres membres du groupe, mais on réfléchit à comment interpréter, puis on propose vraiment des directions musicales on essaie de le surprendre, mais cet album-là, Ça, c'est de la femme. Ce qu'on s'est dit, c'est que Serge voulait écrire des textes par-dessus des musiques que j'avais composées, donc qui s'inspirent un peu de l'ambiance des musiques que je faisais pour Nice. écrire des paroles. Fait que c'est un projet qui était inédit pour lui. C'est un projet qui, pour moi, est un des plus fun. Je garde un souvenir assez fort que c'était très valorisant pour moi de travailler de cette manière-là. Puis on était content du résultat que ça a donné aussi, mais c'était difficile pour lui. Serge n'est pas habitué de travailler de cette manière-là. Il est habitué d'écrire, puis de chanter, puis de jouer avec sa guitare. Fait que ça nous a pris, je pense, 3 ans là, de gossage là, pour arriver à faire un disque. On ne le regrette pas, on est content. Tu sais, le joual, Sing ses boules, c'est des chansons qu'on le savait quand on les a finies, on s'en doutait qu'elles allaient bien marcher, ces Ah hooks-là, ouais, ça va bon en Chris. qu'il y avait des hooks, mais c'était tout un combat pour Serge quand même d'arriver à mener à terme un projet comme celui-là. Puis après, là, le défi, je me le suis lancé à moi-même, tu sais, pour que lui se casse moins la tête de comment je peux être créatif, moi, mais que lui, ça soit un petit peu moins compliqué, là, puis de le sortir un peu moins de ses bottines quand il travaille. Puis, de toute manière, on s'auto-stimule des fois à se lancer des défis. Tu sais, que Serge dit, bon, là, fuck off, je fais un projet acoustique. Fait que là, bon, on se demande comment qu'on va le faire, comment qu'on va interpréter ça. Là. On repense tout le répertoire. Fait que, tu sais, j'en suis jamais venu à m'ennuyer, à jouer avec. Puis ça contribue grandement à la raison pour laquelle j'ai pas poussé Peter Paul puis mes Ouais, affaires c'est à clair. C'est clair. Ah, c'est cool. Mais là, mettons, genre, les derniers albums, tout ça, la proportion composition, c'est pas mal tout le temps toi pareil, ou ben c'est les deux ensemble, ben tout le band en fait avec Serge. C'est que si on parle de composition comme telle, c'est pas vraiment moi qui le fais, c'est Serge. Mais les arrangements, tu sais, de tout repenser à comment que la musique va être faite, c'est qu'on les vire tellement bout pour bout, tu sais, qu'ils ne ressemblent pas pantoute aux versions originales souvent.
Mais Serge, quand même, va arriver avec une maquette assez précise il fait comme une toune de chansonnier avec sa guitare sèche puis sa voix. Puis il nous donne des tounes comme ça à fond. Puis nous, quand on écoute ça, on essaye de trouver une direction musicale, puis on change complètement la couleur que la toune, que la musique a là. Puis là, des fois, après ça, il faut retravailler la structure, tout ça. Fait que si on te faisait entendre certaines tunes peuvent se ressembler, mais il y a d'autres tunes qui rentrent la version originale que Serge nous propose. Puis ce qu'on arrive à la fin comme résultat, c'est le jour, pas le jour de la nuit, mais des fois, ça change carrément de face. Ah ouais. Ouais. Moi, je serais curieux d'entendre ça, genre des V1, genre de mon oncle, voir de quoi ça sonnerait. Faire comme comparer avec genre version finale, version originale. Je serais curieux, genre de. J'en ai 6 millions dans mon ordinateur. Puis l'autre fois, je faisais du ménage dans iTunes. Puis c'est super mal fait, ce logiciel-là. Je ne sais même pas comment j'ai fait. J'ai comme flushé un fichier. Puis tout ce que j'avais pas acheté sur iTunes, c'est supprimé. Puis je pensais que j'avais perdu tout mon stock que j'ai fait depuis des années de temps. Finalement, j'ai appelé un technicien Mac, puis il m'a expliqué un peu comment faire. Il était perdu dans les limbes de Apple, mais j'ai passé proche de penser que j'avais perdu mon stock. Mais on en a fait en crise des expérimentations avant d'arriver à des résultats. Puis avant de proposer même des affaires à Serge, j'ai toujours toutes sortes de bébelles que je trame de mon bord pour pratiquer des ambiances, pour trouver des idées. Fait que, tu sais, quand j'ai le goût de faire de la musique, j'attends pas là, que Serge me sollicite, mais quand lui il dit go, on y va, on fait un projet, là, je le sais que ça va aller vite parce que quand il est prêt, ça décolle. Hey, ça serait pas pire, je pensais à ça. Là. Il y a beaucoup de bands qui ont fait des albums avec des orchestres symphoniques. Ça me semble genre mon oncle Serge avec l'OSM. Ça serait weird en tabarnak. Ah, tu sais, je pense que l'OSM, là, c'est pas assez. Moi, j'irais avec l'orchestre symphonique de la Birmanie ou de la Syrie. Quelque chose qui pète plus que ça. Là. Ouais. Et puis, genre, ton meilleur show, c'était quand, c'était où, c'était quoi les conditions? C'est quoi tes souvenirs marquants de ton meilleur show? Il y a tellement de shows que j'aurais aimé voir que j'ai pas vu. J'aurais aimé ça voir Rage Against the Machine. J'aurais aimé ça voir Nirvana. Mais il y a un show de John Spencer and the Blues Explosion que j'ai vu au Spectrum de Montréal que j'avais pas mal capoté. John Spencer était monté dans le rideau de scène en arrière, puis il était tellement rendu haut en grimpant que s'il tombait, c'est clair qu'il se pétait les deux jambes et les deux bras. Oh shit! Le guitariste, il avait mis un vieil ampli Fender sur deux petites chaises d'école, puis il était debout dessus l'ampli, puis il sautait. C'était débile. C'était super fort le volume. Ça, ce show-là, ça m'a marqué. Sinon, quel show j'ai vraiment capoté que j'ai vu? Motorhead au Metropolis. Là, Ça devait être bon. Je pense que j'ai jamais vu autant de monde au Metropolis de ma vie. J'étais quasiment mal à l'aise tellement que c'était jam-pack. Mais ça m'a rentré pas mal dedans aussi. Ah, c'est cool ça. Puis des shows que t'as fait, ton meilleur, ça serait quoi? Il y a un show à Woodstock en Beauce pendant l'après-midi. Je pense que c'est lui en 2007. Ça, on s'en reparle des fois de ça là. Tu arrives à Woodstock, là, normalement, quand tu joues le soir, c'est la grosse scène, c'est ça qui est le plus cool, mais là, on t'a booké l'après-midi. Fait que bon, la merde, on va jouer l'après-midi, c'est ça qu'ils veulent. Puis, tout le monde était dans le tente, probablement t'es en train de relever le trip de la veille, fait qu'on s'attendait pas à rien, on faisait notre petit test de son bien peinard, je m'en vais fumer des battes en arrière de la scène. Là, je reviens, puis tout le monde était sorti de le tente, mais le chapiteau où on le faisait, ça contenait même plus assez de monde pour tout le monde qui voulait le voir. Là, c'était partout noir de monde. En plein après-midi, c'était tellement déchirant, le monde était dedans.
Puis à un moment donné, Serge a reçu un. Il en parle dans la tune Woodstock en Beauce, puis c'est de ce show-là qui fait allusion. Il y a une fille qui a tiré un string Molson Drive. Puis dans ce temps-là, on faisait le show, mon oncle Serge et les accommodements raisonnables. On était tous habillés d'une ethnie différente. Est-ce que ça passerait plus en 2021? Non. David, le bassiste, était habillé en juif assidique, puis il restait à Outremont dans ce temps-là, puis il y avait plein de juifs. On allait le porter, puis il gardait son costume, il débarquait du truck le dimanche matin, habillé en juif assidique. C'est drôle, ça! Puis Serge était habillé en arabe, puis il avait une jupe. Puis quand il a reçu le string sur la scène à ce show-là à Woodstock, il a enlevé ses bobettes, puis il a mis le string. Là, il est parti en body surfing pendant un solo de guitare interminable. Il a fait le tour du site, mais la jupe, il déroulait jusqu'en dessous des bras. C'était en string avec la poche qui ça n'a pas duré 30 secondes, là, ça a duré, je pense, 10 minutes, le temps qu'il fasse le tour, qu'il revienne le cul à l'air. Ça, c'est le plus beau moment de musique que j'ai vécu. Je pense qu'on jouait plus, qu'on faisait rien que regarder, mais c'est le plus beau moment de musique que j'ai vécu. Oui, le pire, si j'allais à Woodstock 2005-2006, j'avais mon billet pour 2007. Mon livre a choqué à la dernière minute. J'ai essayé de faire du pouce. Puis, le pire, c'est que les 2 années d'avant, j'avais pas amené de tente. J'étais comme dormir pour les faibles. Je vais amener des speed à la place. Puis, tu sais, pourquoi acheter une tente quand je peux acheter des pilules, tu sais? Fait que, genre, j'avais fait une coupe de sieste, mais tu sais, vraiment très peu les années d'avant. Mais cette année-là, je m'étais dit, je vais m'amener une tente, me dormir, rester, puis je m'étais acheté, il y avait, cette année-là, il avait sorti les kegs de Heineken. Je m'en étais acheté 2, puis je m'étais acheté des verres en plastique au Dollarama en prévoyant, genre, vendre de la bière sur le camping pour financer ma dope, puis ma bière, genre. Puis, je me suis installé à côté du métro Longueuil sur le bord de l'autoroute avec mon sac à dos, ma tente, mes kegs, une pancarte orange, tu sais, les gros cartons orange de Dollarama, là. Ouais. J'avais pogné ça avec au Sharpie noir marqué Woodstock en Beauce. J'ai fait du pouce jusqu'à 8 h du soir. Tout ce que j'ai pogné, c'est des coups de soleil. Au métro Longueuil? Ben, à côté du métro Longueuil, sur le bord de l'autoroute, là, ben, proche où ce que le monde rentre dans l'autoroute, genre. Ouais. Puis, man, finalement, je suis rentré chez nous. Genre, j'ai même appelé à la radio. Tu sais, je pense que c'était C'est quoi qui présentait l'événement ou je sais pas quoi. Puis, regarde, j'ai un billet à la limite. Peux-tu me le mettre à vendre? Genre, passer la petite annonce en 2 tonnes. Genre, hey, il y a un gars, il a appelé la station pour ses coordonnées. Il veut vendre un billet. Je m'étais résilié à pas y aller. Puis, ils ont même pas voulu. Puis, il n'y avait pas genre de marketplace là, dans ce temps-là. Genre, il n'y avait pas de Facebook. Puis tout. Ben, ouais. il y a peut-être Facebook, mais je connaissais pas ça. J'étais encore sur MySpace dans le temps. Ouais, je m'en souviens de ça. MySpace, qu'on n'avait pas le choix d'être ami avec Tom. C'était rien que Tom. Tom. Mais il y a pas pire il y a un GIF, genre, que je mets des fois sur Facebook, que c'est juste lui avec la photo, genre, avec son Tom. En tout cas. Bref, j'ai manqué ça. J'ai juste bu mes 2 cakes dans la fin de semaine pour oublier que je manquais Woodstock. Ouais, c'est triste. Quelle édition, ça? Ça, c'était 2007. 2005-2006, j'étais là. 2007, il y avait Billy Talent. Nice. Ouais, cool. Ah, c'est bon, ça. Puis, non, je me trompe avec 2008, excuse-moi. En tout cas, peu importe. Tout le monde qui écoute ça doit faire encore lycée dans les rires. Mais là, Woodstock à Beauce, ça existe encore? Moi, je pense que oui. Moi, la dernière fois que j'ai joué là, que c'était le fun, c'était en 2012. C'était encore assez gros. Puis justement, cette année-là, où il y avait, pour la 2e fois, que Billy Talent qui jouait, là, je pense, en show principal. C'était encore gros. Puis je l'ai refait, je pense, 2 ans après, en 2004. Non, je l'ai refait en 2016. Je pense que je me trompe pas. C'est en 2016 que le headline, c'était Kevin Parent?
check ça. Ce que je me souviens, là, c'est qu'à un moment donné, le Rockfest a pris trop de place, que Woodstock en Beauce, ça a arrêté de fonctionner. Puis je pense que le gars qui organisait Woodstock en Beauce, il vivait même plus au Québec, puis il faisait plus bien d'argent que ça, mais il tenait à ce que ça existe quand même, puis il le produisait. Mais quand le Rockfest a pris beaucoup de place, lui s'est tassé. Puis à un moment donné, ils ont redit qu'ils faisaient une version plus petite de Woodstock en Beauce. Puis c'était incomparable, là. Je veux dire, ça a passé d'un événement qui était énorme, puis qui était vraiment le fun à aller à quelque chose là, qui était un show de toilette bleue. Je pense que ça existe encore, là, mais t'es mieux d'aller voir, d'écouter en reprise des Kiwis et des Hommes. Mais je sais qu'il y a une couple d'années, je me souviens plus trop il y a combien de temps, mais j'avais vu genre un poster sur un poteau de Woodstock en Beauce. Le headline, c'était Kevin Parent, puis là, j'étais comme, ouais, c'est comme plus ce que c'était, là, mais à ce temps que le Non, c'est Rockfest, il est ça, mort. t'as raison, c'était rien des shows québécois, là, je pense, à la fin. Là. Tu disais à ce heure que le Rockfest est mort. Ouais, à ce temps que le Rockfest est mort, le Woodstock pourrait renaître. Je sais Faudrait que le pas, gars ait de l'intérêt, là, je mais. suis mystifié par la fin du Rockfest. J'ai joué là souvent, puis ça aussi, tu sais, tantôt tu demandais des shows mémorables, tu sais, à partir de 2012, là, mettons, le jouer au Rockfest, là, c'était aussi cool qu'avant jouer à Woodstock en Beauce, là. C'était vraiment géant, puis c'était l'ambiance du tonnerre. Puis le fait qu'il fasse faillite, tu sais, j'ai l'impression là, qu'on même les festivals américains invitaient moins de bandes que lui. Peut-être qu'il se mettait tellement de la barre haute par rapport au fait que j'ai pas souvenir qu'une édition, que c'est un vrai flop puis qu'il n'y a pas assez de monde, mais peut-être qu'il y avait besoin que ça soit tout le temps Mais full il donnait beaucoup de capacité. billets, par exemple. Sérieusement, là, Ouais. il en donnait des tas de billets, là. C'est ça, tu sais, faire faillite avec un événement où ce que ça te coûte des bandes qui peuvent te charger, Chris, 50 000 et plus encore pour jouer, tu sais. Fait qu'à un moment donné, t'as pas besoin tu dois pas avoir une grosse marge de manœuvre. Mais je trouve ça quand même décevant parce que tout le monde qui se déplaçait là pour l'année qui a fait faillite, c'était pas 12 personnes, là, c'était quand même Ah non, encore moi, c'était mon des Noël, dizaines de là. mille. Là. En tout cas, je suis surpris. Tout ça pour dire que Woodstock en Beauce c'était plus modeste, ça attirait autant de monde, mais il y avait moins de bandes. Est-ce qu'eux autres vont reprendre? Où est-ce qu'on en est rendu? Premièrement, il va falloir qu'on puisse être à moins de à plus que Ouais. 2 mètres de distance. Puis on n'est même pas rendu à penser à qu'est-ce que ces festivals-là vont être. Puis quand la pandémie a popé, on avait des shows bookés pendant l'été 2020. Mais les premiers qui ont lâché le combat, c'est les commanditaires. T'sais, imagine, tu commandites un festival de moyenne, grande envergure, puis tu te dis, il n'y aura pas de show cet été, il y a une pandémie. Fait que là, les festivals perdent le commanditaire, ils n'ont plus d'argent pour le Ouais. produire. Puis là, il y a toute une dynamique qui s'installe qui fait en sorte qu'on ne le sait pas pantoute qu'est-ce qui va arriver d'émerger de tout ça. Moi, je garde quand même espoir que tôt ou tard, on va revoir des festivals intéressants au Québec avec beaucoup de monde. La musique puis les goûts des jeunes ont beaucoup changé. Le rap, ça prend beaucoup de place. Puis, tu sais, Internet aussi, tu sais, puis le fait de ne plus acheter de disques. Je ne sais pas quel âge que tu as, mais quand on achetait des disques, ça coûtait cher. Fait que tu Ouais. t'arrangeais pour parler avec tes chums, tu sais, ça c'est-tu bon, ça c'est-tu pas bon. Puis à un moment donné, quand tu achètes un disque, tu sais, c'est important, tu as mis 20$, tu as mis 25$, tu sais. Ben, Mais moi, j'ai là, toujours été fan des pawn shops, pour vrai. ouais, ça T'sais, c'était cool. dans le Mais temps où ce que pareil, les CD coûtaient 20$, t'en avais 6 pour 20$ au pawn shop. mais pareil, tu sais, il y a du réseautage. C'est que tu vas là, tu jases quand même avec le gars ou la fille qui est vend, tu rencontres des gens, puis il y a un trip de parler de musique. Mais là, tu es Ouais. chez vous, là, tu écoutes 10 secondes d'une tune, puis 15 d'un autre, puis 30 d'un autre, où tu mets une playlist, puis tu l'écoutes. Ben, quand je dis tu, peut-être pas toi, moi je fais pas ça non plus, mais j'ai l'impression que
que les jeunes, de plus en plus, là, je ne veux pas avoir un commentaire qui va généraliser ou avoir l'air vulgaire, mais j'ai l'impression que les jeunes ont une espèce de facilité à changer vite de tune, puis à changer vite de trip, puis je ne sais pas si ça se reflète dans toute l'industrie de la musique, mais l'ensemble de la situation que le rap prend plus de place que les vrais instruments de musique, ça a fait fermer des gros magasins de musique aussi. À Montréal, Vital Mélodie, ça a planté. À Chambault, il n'y a plus Vital Mélodie. Oh, lisse. Je pense Moog Audio aussi, qui est un assez gros, vend plus de guitare. Ils vendent rien que des pédales de guitare en ligne. Mais ça a eu des répercussions majeures, tous ces changements-là. Je dis pas que le rap, c'est pas bon non plus. Il y en a du bon et du mauvais. Comme dans tout, évidemment. Mais là, c'est parce que là, l'ensemble du numérique, la totalité de la situation que tu écoutes des 4 secondes de tunes faites avec aucun instrument de musique, puis tout ça, on est quasiment des dinosaures à aller jouer de la musique à des places. Ben, moi, personnellement, j'aime mieux payer pour aller voir un show avec des musiciens que de voir un gars en arrière de son laptop et qui danse tout seul comme un épée avec des écouteurs. Je pense qu'il va toujours demeurer un intérêt pour ça, mais ça serait le fun qu'il y ait de la relève puis qu'il y ait des jeunes qui mettent du temps à y croire et à travailler là-dessus. J'écoutais Dave Grohl à un moment donné qui faisait une entrevue puis il parlait du monde qui se plaigne beaucoup, beaucoup de l'industrie comme je suis en train de faire. Puis il disait un conseil aux jeunes, il disait, tu sais, à quelque part à la place de chialer, prends-toi un garage chez un de tes chums, c'est le parent de tes chums, puis joue de la crise de musique. Si ce que tu fais, c'est digne d'intérêt, puis que c'est bon, il y a du monde qui vont vouloir l'écouter. Puis si tu ne mènes pas le temps nécessaire pour arriver à bâtir cette bébelle-là, attends-toi pas que quelqu'un va t'appeler, va te faire signe, puis que tu vas avoir une carrière en musique. Mais tu sais, il y a un phénomène d'entraînement. Fait que si personne ne le fait, personne ne le fait. Puis tu sais, quand est-ce que tu te promènes? Je pense qu'à Québec, il y a encore beaucoup d'intérêt pour les bandes de la musique, tout ça. Moi, c'est ainsi que quand je me promène à Joliette, à part entendre klaxonner, c'est bien rare que j'entends du monde jouer de la musique. Un de mes chums, Dan Mongrain, d'ailleurs, il enseigne la guitare électrique au cégep à Joliette. Puis, tu sais, je pose des questions un peu sur ça, tu sais, sur est-ce que les jeunes pratiquent beaucoup, puis tout ça, tu sais, puis c'est des questions que je me pose c'est ainsi, tu sais, est-ce qu'on va finir par avoir des nouveaux bands de rock, de métal, de punk, de tout ça, ou finalement, c'est fini, c'est démodé, on est rendu ailleurs. Ben, tu sais, ils disent que les modes, c'est des cycles. Fait que je pense qu'à un moment donné, le monde va faire le tour de l'autotune. Puis ils vont. En tout cas, j'espère. J'espère que je prédis de quoi puis que je me plante pas. Tu sais, j'espère qu'ils vont faire le tour de l'autotune puis de la petite de gossage d'ordinateur puis qu'ils vont voir comme Chris. Les vrais instruments, il me semble que c'était plus nice. Puis... Hey, je le sais tellement pas, puis je ne suis pas devin, j'espère. Moi, je me trouve chanceux parce que encore, tu sais, juste avant la pandémie, le dernier show que j'ai fait en mars 2020, c'était mon oncle Serge puis Grimmskong qui jouait. Wow. Tu sais, on fait partie des bandes de rock au Québec qui sont encore capables. Quand je dis rock, je ne me compare pas à des grosses affaires comme que pour moi, c'est même pas du rock, c'est du pop, là, genre Éric Lapointe. Là. Mais tu sais, des vraies bandes de rock underground qui font de la musique de poil, tu sais, je trouve ça le fun quand même d'arriver au Foufoune électrique et de voir des 500 personnes qui sont là. Puis quand tu arrives dans des bars puis que là, il y en a plus comme 70 un soir, tu te dis, bon, c'est ça la réalité. Puis là, tu vois l'été au Rockfest qu'il y en a 100 000 ou 80 000. Tu te dis, ils sont où ce monde-là? Ils sortent le t-shirt de rock rien que pour cette fin de semaine-là. Puis sinon, ils réécoutent Marie-Mé rendu chez eux. Non, mais Marie-Mé, c'est du rock. J'avais vu ça il y a une couple d'années dans les nominations de la disque. Je sais pas en quelle année, mais Marie-Mé était nominée dans genre album rock de l'année. J'étais comme, what the fuck, man? Vous n'êtes pas les professionnels de la musique. La disque, ça, c'est pas du rock.
t'as pop rock, tu sais, à cette heure, t'as pop tout, mais je pense que je dis à cette heure, il y a tout le temps eu ça, tu sais, tu peux faire du pop qui a une saveur rock, tu peux faire du Ouais. pop qui a une saveur toute, mais tu sais, le rock, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je veux dire, ça peut être ce que tu veux que ça soit, mais moi, tu sais, pour moi, c'est sûr que d'écouter une tonne rock de peu importe de qui, tu sais, qui fait ça, tant mieux, mais si quelqu'un ça l'intéresse, plein de monde, puis que c'est vraiment du rock débile, tu sais, comme Pantera sortait des disques, puis ça tombait numéro 1 au Billboard, alors que c'était plus à la mode pantoute, tu sais. Moi, je rêve qu'on revive ça, tu sais, qu'à un moment donné, que tu aies un vrai groupe dégueulasse qui dit des enneries, qui finit par susciter de l'intérêt. Mais là, on dirait que pour pogner, il faut que tu sois le beau-frère gentil que tout le monde voudrait inviter dans son salon pour parler Ouais. de la conformité des mesures sanitaires. Je sais pas trop. Hey, je pense que le Brownies, il commence. Je suis sur le même, mais j'aurais fumé un bowl, fait que ça n'a peut-être pas rapport non plus, mais il me semble j'ai l'impression que Tu pour veux-tu les qu'on quelques... change de sujet et qu'on parle de philosophie maintenant? Non, non, ça va être correct. Je vais m'en tenir à ma petite feuille de route. On parlait avant tout ça, on parlait de quoi qu'on parle? Ouais, le brownie, je confirme. On Euh, parlait d'industrie de la musique en général, d'où qu'on est rendu. On parlait des festivals qui ont ouais, planté, ouais. Rockfest, Woodstock, de l'intérêt pour le rock, puis tout ça. Puis je pense que mon opinion, c'est pas la vérité. Là, c'est quand Non, même mais je bien suis que quand une même. question de perception. Moi, je suis tout le temps avec mes affaires qui rockaient plus. Puis, je sais qu'il y en a du monde qui font du rap, puis que c'est bon, puis que. Mais il y a même des bandes de rap qui jouent avec des instruments. Fait que ça, Ouais, c'est quand même Corias, cool aussi. Ah, ça se peut, là, je les connais pas toutes. des bonnes Mais. affaires, c'est sûr. Fait que, tu sais, des vrais musiciens, je pense qu'il va toujours en avoir besoin, même si le style musical qui pogne est peut-être un peu différent, mais je pense que. Puis, tu sais, il y a toujours moyen d'intégrer, tu sais, au début, fin 90, là, tu sais, le rap, le rock qui se mixait, tu sais, t'avais Rage, Limp Bizkit, tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen, tu sais, de cohabiter, genre, des styles? Puis rien que de dire vrai musicien, ça n'existe pas comme concept. Tu regardes toutes les cultures, toutes les époques. Il n'y a pas de la vraie et de la fausse musique. Dans le fond, Ouais. c'est plus qu'à un moment donné, les choses changent. Puis, quand tu as vécu un high, puis tu te dis, ah, j'ai vraiment aimé ça, cette époque-là, ce que ça. Ce que ça fait quand ça change puis que c'est plus ça, soit que tu t'adaptes ou soit que tu t'ennuies. Puis ça me tente pas de devenir non plus pessimiste puis de me dire que le bon temps est passé. Puis je le répète, je me trouve chanceux parce que avant la pandémie, on jouait, puis avec Serge, ça roulait encore quand même à plusieurs dizaines de shows par année. Je pense que Serge a encore des 60, des 70 shows par année. Hein? C'est commun pour lui de faire ça. Puis, j'espère que ça va continuer malgré que c'est plus ça la mode, c'est plus ça qui est tendance. Ouais, mais tu sais, les tendances, c'est pour les suiveurs, là. Je pense qu'il va tout le temps il va tout le temps avoir du monde quand même qui vont préférer genre ce qui rentre que ce qui est fait artificiellement avec des samples, là. En tout cas, moi, je vais toujours préférer les vrais instruments au laptop, là, personnellement. Ouais, Mais, puis, moi, je nuancerais un petit peu mon propos que je veux pas chier sur où que c'est rendu. Je suis sûr qu'il y a des bonnes affaires. Puis que si je m'intéresserais à ça pour vrai, que je trouverais des affaires méga intéressantes là, qui se font présentement. Je pense que c'est normal de s'adapter et d'évoluer aussi. Puis tout change, la culture, l'art, les mentalités. Mais en tout cas, moi, personnellement, je m'ennuie du temps où le monde écoutait et consommait plus de rock quand même. non, c'est clair. Puis, on parlait aussi tout à l'heure de ton meilleur show, genre. Mais, mettons ton pire show, genre, que t'as fait, genre, pire catastrophe. Mettons que t'es en choix avec mon oncle, whatever. Mais que pire catastrophe, que ça a été la pire mal, whatever.
Lui que Un t'as de le mes plus. Je pense que le pire show de ma vie, c'est le show justement où ce que Serge m'a entendu. Je garde un souvenir atroce d'un show au Spectrum. Là, c'était Fred Fortin et ses invités. Je pense que c'était en 2001 à peu près. Puis OK. ça faisait un bout que Fred voulait me présenter Serge, puis finalement, ça n'avait pas donné. Puis ce soir-là, je le sais qu'il était présent. Puis je m'étais pas préparé, puis j'avais passé une année de marde. Puis j'étais arrivé, j'avais fait un show, on était deux sur la scène, moi puis un de mes chums, Martin Morancy, puis il jouait de la bass. Puis j'y avais dit avant de monter sur la scène, on va faire ça à peu près, on va jammer sur telle structure, tout ça. Puis j'avais même pas fait, en arrivant sur la scène, il doit y avoir 2000 personnes au Spectrum, 1500, là, c'était une grosse salle. J'avais pas fait tant tout ce que j'y avais dit que j'allais Ah, faire. ouais. Il était bien surpris. Puis, on avait fait du bruit. On avait vraiment fait du bruit. Puis le monde n'aimait pas ça. Le monde se questionnait, savoir si je niaisais, si j'étais sérieux. Puis Ah, ouais. quand le show a fini, je suis reparti bien déçu en me disant que j'ai trop guessé, j'ai trop voulu improviser puis essayer des affaires. Puis je n'étais pas fier de ma chute. Puis c'est un an après ce show-là, là, en 2002, où ce que Serge me dit, je t'ai vu telle place, puis je m'intéresse quand même à passer en audition. J'ai trouvé ça intéressant, comment tu dealais avec le public. Puis pour moi, je garde le souvenir d'un show qui était un échec monumental. Puis j'en revenais pas que ce soit ce soir-là, que lui soit comme un peu intrigué de ma façon de dealer avec le malaise en général, si on veut. C'est quand même cool pareil, genre. Ça a C'est donné drôle, un bon ça. résultat qui a débouché sur bien des affaires, pareil. Là. Ouais, ouais. Parce que sinon, si je te nommerais des shows que tu arrives, qu'il y a 4 personnes qui s'en foutent bien raide, c'est sûr que j'en ai une couple d'anecdotes à te raconter, mais en même temps, c'est pas de ces moments-là que je me souviens. Ça me Ouais, c'est dérange pas. clair. Je fais de la musique aussi pour être avec mes amis, puis parce que j'aime ça, ce qu'on fait, on y croit, on le fait avec notre cœur. Fait que si le monde, ils sont là, il y en a 12 puis il y a ça, je m'en calisse. C'est correct, ça. C'est ça qu'il faut, man. Puis, mettons, genre, t'as-tu, au fil des festivals, des tournées, puis tout, t'as-tu, genre, rencontré tes idoles, genre, puis t'as été déçu, ou t'as été, genre, crissement content, ou les deux? Euh, je suis quand même quelqu'un qui va pas trop se mêler des affaires des autres quand on va faire des gros shows. Mais c'est sûr, je te mentirais de dire que ça m'a pas marqué d'arriver euh, en, en 2012 à Woodstock en Beauce. On jouait tout de suite après Billy Talent. Là, on arrive, il fait noir le soir. Puis là, tu arrives, tu es sur la scène avec eux autres. Là, ils se désinstallent. Tu jases un peu. Puis tu goûtes quand même à quelque chose. Aussi, au Rockfest en 2012, ça m'avait beaucoup marqué parce que à cette édition-là du Rockfest, il était un petit peu moins gros que 2013-2014, mais plutôt qu'il y ait plein de scènes, c'était une scène de bande américain puis une scène de bande québécois, puis ça s'alternait. Fait que tout le monde qui était au Nice. Rockfest, il écoutait le band québécois parce qu'il n'y avait pas le band américain qui jouait. Wow. C'était des crises de gros bandes pareil. T'avais Sublime, l'après-midi, on était dans les loges avec les gars d'Exploited. Puis Nice. on- Nice. ça, c'était assez mémorable. Ces moments-là, quand tu y goûtes, t'es content parce que tu te dis, ton 70 shows, ton 60 shows de bar dans l'année, tu le sais que l'été, t'as ta récompense, puis tu vas pouvoir goûter à cette énergie-là, puis qu'il y a des bandes qui font rien que ça. Puis étrangement, Serge dit tout le temps que c'est pas les shows qu'il aime le plus. Il aime mieux, lui, les petits shows, la proximité, des là qui sont publics. Mais moi, ces moments-là, oui, ça m'a marqué. Puis en France, à Mano, on avait fait la première partie de Mass Hysteria aussi. C'est quand même privilégié de faire ça, mais sauf que ce soir-là, le public français, ils ne savent pas c'est qui Serge au moment où on fait ça, puis ils ne l'écoutaient pas. Là, le show de Serge, il était dans le parking. C'était pas un show mémorable, mais les gros shows au Québec de festival, là,
À un moment donné, il y a eu des premières parties de Cowboys fringants. Pas des premières parties, mais des shows avec les Cowboys fringants en 2005. C'est quand ils ont fait leur show de la Saint-Jean au Gilles Villeneuve? C'est ça. C'était Loco Locas, Cowboys fringants. Nous autres, on jouait l'après-midi dans le line-up. Ouais, j'étais là. C'était quand même assez impressionnant comme setup, même si ça avait été controversé. Puis je me souviens, à la fin, les Cowboys faisaient Libérez-nous des libéraux avec Loco Locas. Oui. Puis moi, je suis sur le côté de la scène. Puis là, il arrive plein de monde qui ont participé au show puis qui font un rigodon en se tenant par le bras, en tournant. Puis moi, j'haïs ça danser. Puis ça me tente pas d'y aller. Il y a quelqu'un qui me ramasse sur le bord de la scène. Première affaire que je fais, je m'embarre les pieds dans le fil du bassiste. La base se déplogue autant genre de faux devant 30 000 personnes pendant la tourne du show. C'est pas pire, je me rappelle pas de ce bout-là. Fait que c'est quand même cool. Puis j'étais là, mais je me rappelle pas. Ça m'a pas dit que ça m'a rappelé mes moments de gloire à la fourche à tech à 18 ans. Ah, c'est cool. Ça devait être une de tes plus grosses foules, ça? Ou ben alors le Rockfest? Ou... Fait que dans le fond, t'as joué ces plaines. Les plaines, on l'a fait. C'est sûr, le parc Jean-Drapeau, ça devait être un des plus gros. Il y a un show au Franco à Montréal. Je pense que lui, c'était en 2008. Puis c'était pas la scène principale, mais c'était une scène qui faisait un parking là, au centre-ville. Mais Chris qui avait eu du monde cette fois-là, ça m'avait pas pire impressionné. Puis tu sais, c'est surtout la vibe de quand que le monde embarque, là, tu veux ça, tu sais, puis tu le vis pas souvent dans ta vie, tu sais, c'est sûr que ça marque. Puis c'est des affaires comme que tu veux que ça te arrive. Quand ça arrive, c'est super le fun, mais je pense que c'est rien que moi, je le vois comme une espèce de point culminant de quand tu aimes vraiment jouer, puis tu es prêt à mettre beaucoup de temps pour travailler sur un projet. Tu sais, je te fais un parallèle avec, mettons, le Rockfest, vont dire oh, on va reformer telle bande que ça fait 10 ans qu'ils ne jouent pas, puis on va lui donner le gros prix pour qu'il vienne jouer à soir. Mais là, ça fait 10 ans qu'il ne pratique pas, puis là, il répète 2 fois et demi pour faire le moton, aller le présenter au Rockfest. Ça m'a tout le temps un peu énervé, ça. Tu sais, c'est. À un moment donné, moi, je crois beaucoup en t'es un groupe, tu joues souvent, tu pratiques, puis quand arrive ce moment-là, puis que c'est ta tribune, tu sais, que tu le vis pleinement, puis ça fait partie là, comme des souvenirs mémorables. C'est correct, ça. Ça doit être malade, pareil, jouer ces plaines. Le show, c'est plein avec les Cowboys, ça avait été un gros show. C'est pas lui que je me souviens comme étant le plus écœurant, mais c'est sûr, tu sais, qu'après ça, tu veux pas écœurer non plus tes chums avec ça, puis tu sais, arriver, puis te péter les bretelles, puis tu reviens, puis la vie continue. Tu passes ton 2 semaines, t'as pas un crise de chaud, tu restes dans ton appart de marde à Verdun, puis tu manges du craft dinner, mais on dirait que tu te dis ça va finir par me réarriver, fait que tu es prêt à encaisser ça, puis à continuer à travailler sur ton projet, tu sais, puis à t'arranger pour pas que ça s'évapore puis que ça n'existe plus parce que tu mets plus de sérieux là-dedans. Puis que c'est vraiment une question de passion, d'intérêt, puis de temps, puis pour arriver à ça, je pense. Puis, de ce temps-là, tu dois quand même écouter de la musique, tu en joues, mais tu dois en écouter un peu. T'écoutes quoi de ce temps-là? Le soir, quand mon fils se couche, j'aime beaucoup ça écouter du vieux jazz. En soir, j'avais mis, avant de commencer le podcast, du John Coltrane. J'écoute souvent du Thelonious Monk. J'aime beaucoup le vieux jazz des années 60. J'en écoute souvent. Sinon, j'écoute beaucoup du Neil Young. Ouais, c'est bon, ça. J'écoute beaucoup de folk, c'est ainsi, américain. Puis quoi d'autre que j'écoute? J'ai eu un trip les dernières années de vieux punk. Je réécoute beaucoup les Dead Kennedys, les premiers disques des Misfits avec Glenn Danzig. On écoutait ça cette semaine avec un de mes chums. Nice. Mais je suis un peu un cordonnier mal chaussé. Hein? Je suis pas le genre de gars qui est à l'affût de les nouveaux groupes, qui courent les shows, moi,
Moi, j'ai tout le temps été bien dans ma bulle, dans mes affaires. Je vais marcher tout seul, je réfléchis, j'essaie de me chanter des musiques. Je m'inspire de autant de des réflexions personnelles, quasiment plus que d'aller à l'avant-garde, de connaître ce qui se fait, puis tout ça. J'ai pas tant la curiosité de ça. Je suis quand même assez paresseux. Quand j'écoute de la musique, j'écoute des valeurs sûres, des affaires qui m'ont fait triper, puis que je réécoute souvent. Je me rappelle des souvenirs C'est en cool. brassant des vieilles affaires. Puis, t'es-tu pour ou contre le monde? Genre, ben, tu sais, comme moi, je suis tombé là-dessus depuis une couple d'années, puis je les écoute souvent. Tu sais, il y a du monde sur YouTube, ils reprennent les tunes, mais ils les refont dans un autre style. Tu sais, mettons, on va prendre une tune plus comme whatever pop, mais la retravailler en jazz. Tu sais, le Je monde. suis, je suis ni pour ni contre. Pour moi, c'est d'aucun. Au pire, j'ai même pas d'opinion. Tu sais, je trouverais ça un peu gratuit de te dire que ça me passe 6 pieds par-dessus la tête, mais en même temps, c'est quasiment ça que je te le dirais. Tu sais, pour moi, une démarche artistique, à partir du moment où ce que tu reprends les affaires des autres, puis que ça suscite de l'intérêt, puis le monde vient de t'avoir, puis que tu es content avec ça, puis que tu gagnes de l'argent avec ça, tant mieux pour toi. Mais en même temps, moi, je pense que c'est comme de reculer d'une marche pour en monter deux, te mettre dans l'humilitron, de dire je vais essayer une démarche plus créative, puis tu vas jouer dans des bars, puis il y a 30 personnes qui t'écoutent pas. Tu sais. Je trouve ça un peu facile de s'assire comment dire, d'un trail que les autres, de marcher dans un Ah, trail que ouais, les ouais. autres ont battu. Moi, j'ai jamais trippé sur des affaires de bande, de cover puis de reprise. Mais je veux pas avoir d'opinion trop sévère non plus. Tu sais, je me gêne pas pour te les dire, mes opinions, mais Ah, c'est cool. on dirait que je demeure conscient que je suis un peu mangé de marde et que je suis souvent sévère dans ce que je dis. En même temps, je me mets à barre haute à moi-même parce que si je suis sévère en ce que j'aime, ce que j'aime pas, je suis aussi sévère envers moi-même. Tu sais, Ben ouais. je me pose pas trop de questions quand c'est le temps de foncer puis de faire de composer, de jouer, de représenter mes affaires devant des gens. Mais un coup que j'ai fini, des fois, je peux me torturer à réécouter, me demander pourquoi c'était-tu bon, c'était-tu pas bon, qu'est-ce que je Ah, ferais. ouais. Ouais, tu sais, je m'impose à moi-même beaucoup de réfléchir après à bon, je refais tout ça, je le refais-tu pas de même, je le refais-tu de même. Puis quand c'est le temps de foncer, là, je fonce comme un débile, puis je ne me pose pas la question. Mais je me suis un peu perdu, je me souviens même plus, c'est quoi ta question? Vous êtes qui, vous? Euh, je m'appelle. C'est quoi mon nom? Brownies. Non, mais esti, on parlait de Woodstock, ça me fait penser. Woodstock 2005. Moi, ça fait à peu près. J'ai dormi peut-être comme 4 heures en 4-5 jours. Je suis décalé ici, on est le matin avant de partir. Puis là, je viens de me trouver un lift pour rentrer chez nous. Je n'avais pas encore trouvé de lift. Je vais aller trouver genre à la dernière minute. Puis là, je me présente, tu sais, salut, moi, c'est un tel. Mais je me rappelais plus de mon nom. Il a fallu que je sorte mon portefeuille, je check sur mes cartes. Je me rappelais même plus de mon nom, man. J'étais plus là, man. J'ai dormi tout le long du trajet. Ils nous ont droppé, c'était genre métro Frontenac, je pense. Ils m'ont réveillé. J'avais dormi genre tout le trajet. J'étais comme tabarnak. J'ai dormi 5 jours rendu chez nous après. Wow, Ouais, ouais. Un lendemain de brosse de 5 jours. solide. Mais tes influences en musique, Qu'est-ce que je vais te nommer? Ça ratisse tellement large. J'ai commencé à étudier la guitare classique quand j'avais 8 ans. ouais, ben c'est ça, je fais ça, je suis comme curieux, genre, d'avoir vu que tu connais la musique, tu l'as enseigné puis t'en joues depuis toujours. Fait Mon autre trip, là, à part là, ce que les gens connaissent de moi, quand je vivais au Lac-Saint-Jean, j'aimais ça, jouer du jazz avec des chums, même dans un contexte très quétaine, là, au restaurant, le monde soupe, on allait jouer une fois par semaine, on se faisait payer le buffet, le vin, puis j'aime beaucoup le jazz. Pas rien que d'en écouter, j'aime beaucoup, mais j'ai pas le niveau pour en faire
à Montréal, tu sais, professionnellement, puis les gens qui sont bons là-dedans pratiquent peut-être pas que ça, mais en même temps, c'est comme une espèce de vocation pour arriver à un niveau. Puis vu qu'il n'y a pas de parole, souvent, tu sais, si tu veux vraiment tirer ton épingle du jeu, il faut que tu aies quasiment du calibre international. Mais Mais moi, si, mon mettons... trip, c'est même pas la guitare. Excuse-moi, je te coupe, Ah, je vas-y. t'écoute après. C'est même pas la guitare jazz, c'est l'instrument, je trouve, le plus plate dans le jazz. Mais je m'inspire beaucoup de ces sonorités-là, ces ambiances-là que je trouve qui sont bien le fun. J'ai toujours eu un intérêt pour les affaires glauques, comme les films d'horreur, les musiques malaisantes. Ça, Ah ouais, depuis nice. aussi longtemps que je me souviens, mon intérêt premier, c'est de trouver des mélodies, puis des musiques, puis des suites d'accords où il y a une tension, où j'aime les affaires pop, j'aime les affaires qui sont faciles à l'oreille, mais mon vrai trip, c'est de trouver des affaires que tu écoutes ça et tu n'es pas sûr si tu aimes ça. Si c'était rien de moi, je foutrais le bordel plus que ça en jouant de la musique, mais maintenant tu veux quand même qu'il y ait du monde qui s'intéresse un peu à ce que Mais tu fais minimalement. si t'es capable de mettre des ambiances pis tout, là, ou de la musique de film ou de jeux vidéo, Ça, j'aurais euh, tout le temps aimé ça, faire de la musique ça peut par-dessus être des films, payant, là. des gens qui produiraient des musiques je veux dire, des films plus, pas suspense, action, mais des affaires style film d'horreur, tout Ouais, ça. ouais. Ça, c'est sûr que quelqu'un me lancerait le défi de mettre du temps pour faire une trame musicale pour quelque chose comme ça. Ça serait oui, sans l'ombre d'un doute. Fait que s'il y a des cinéastes qui écoutent, là, j'aimerais vraiment ça, puis ils aimeraient ça aussi, je suis sûr. Surtout s'ils n'ont pas d'argent pour me payer. Ah, ben, on va faire les productions podcast, on va faire un film podcast. On va faire un film avec 2,50 puis un paquet de gomme. Et voilà. Mais, mais pour vrai, de la musique de jeux vidéo, là, ça pourrait être quasiment payant. Les jeux sont vendus partout dans le monde. Moi, Gab, là, j'ai aucune idée de c'est quoi un jeu vidéo. Je pense que c'est les gens qui se mettent une manette dans les mains. Là. Ça prend une télé aussi. Ouais, ouais, ça prend ça. Mais ça Moi, peut être après, avec un ordi aussi. moi, après Mario Bros 3, j'ai arrêté. Fait que quand tu parles de musique de jeux vidéo, pour moi, c'est télétit, télétit, tit. Parce que la musique de Mario est écœurante. C'est fucking jazzy, là. Fait que tu dis qu'il y a des musiques très complètes là, maintenant dans les Ah jeux ouais, comme vidéo. des soundtracks de films, mais pour les jeux vidéo, là. J'ai Ah ouais. même... j'ai découvert ça en faisant une recherche il y a quelques années à propos genre de Cœur de pirate. J'ai vu qu'elle avait fait la musique, la bande, la trame sonore d'un jeu OK. par Ubisoft Montréal, genre. OK. OK. C'est de la musique instrumentale. Puis sérieusement, j'étais allé écouter l'album, puis c'est très bon, là. Ah ouais. Tu piques ma curiosité. Ouais, ben, check ça. Pour vrai, ça pourrait quasiment être. Ça serait cool qu'il y ait de la musique dans des jeux. Parce que de la musique instrumentale, qui est mon intérêt premier à la base, quand tu n'as pas un support visuel, c'est dur à passer. Puis tu vois, c'est exactement pour ça que je me suis mis à faire des paroles sur le projet Peter Paul, le groupe de rock. C'est que j'étais tanné de faire plein de musique dont tout le monde se calisse. Puis, l'idée maintenant, avec l'expérience que j'ai acquéri, de voir, bon, y aurait-tu des supports comme je t'amène un film, une série ou tout ça, mais tu sais, c'est une chasse gardée en même temps. Je connais quelqu'un qui en fait des musiques de séries, puis des séries très connues, puis c'est des top qui produisent vite, puis sont bons dans ce qu'ils font, là, c'est malade mental. Ça prend quelqu'un comme qui te donne la chance quand même quand tu l'as jamais fait, parce que ça te prend plus de temps que quelqu'un qui travaille comme un méga J'avoue. rapidement. Là. Mais Mais c'est une chasse gardée. Là. Je pense que je ne suis pas le seul qui a de l'intérêt pour ce genre d'affaires-là. Mais moi, ultimement, là, ça serait un projet là, de vie, là, moi, d'arriver à faire de la musique pour ce genre de bébelle-là. moi, je t'encourage de checker ça pour vrai, man. Ça serait fucked up, genre, la musique de Peter Paul. Ben, je sais pas si ce serait le nom de Peter Paul ou le nom de Pierre-Luc. Ça n'a Mais aucune importance. Là,
l'idée, c'est plus de trouver une façon de donner une direction à de la musique instrumentale. Puis, comme là, je me répète, peut-être qu'on commence à boucler la boucle du podcast. C'est sûr que, en quelque part, des musiques, j'en ai des milliers qui dorment. Là, j'exagère des milliers, mais des centaines de musiques qui dorment là, dans mon ordi, sur des CD gravés, puis tout ça. Puis il y a une question de temps, il y a une question de contexte, il y a une question de. Tu rencontres quelqu'un qui t'offre de faire de quoi, puis tu vas dans le sens du courant. Présentement, moi, ce que je fais en musique, ça me satisfait. Puis si un jour ça prend une autre direction, tant mieux. Ça s'appellera-tu Peter Paul? J'en ai aucune idée. Je pense pas. Ça m'étonnerait. C'est bon, ça. Puis, j'ai mis le bateau. C'est Titanic, ça? Non, c'est le Evergreen qui est stocké dans le canal en ce moment. Le canal de Suez. Avec les personnages du Titanic. Petit Photoshop que j'ai fait cette semaine que je me trouvais bien comique. Puis, c'est bon, ça. T'écoutes-tu des films, toi, des séries? Oui, j'en ai écouté. J'ai beaucoup aimé la série inspirée de l'opéra de la terreur Evil Dead, la série Ash vs Evil Dead. C'est du gore humoristique. J'ai trouvé ça très, très bon. Un classique Dexter, j'ai beaucoup aimé ça. Mais je suis pas. J'ai pas écouté beaucoup de séries, là, mais j'ai écouté American Horror Story. J'ai trouvé que ça partait bien puis que ça venait plate assez vite. Non, je suis pas très TV au fait. Là, moi, quand je vais sur un ordi, j'ai toujours plus d'intérêt à aller écouter de la musique puis à faire de la musique que d'aller écouter de la TV puis des séries. J'écoute plus des combats UFC. Ah, ok, cool. Moi, je connais fuck all là-dedans. Mais non, c'est cool. Puis, t'as-tu, genre, tu consommes un petit peu d'humour ou d'autres formes d'art? Ou... Oui, j'aime l'humour. J'aime beaucoup l'humour quand même. Mike, à un moment donné, on était invité à jouer sur ce show avec Mike Ward, qui est une émission qui voulait faire connaître des humoristes de la relève. C'était quand même une expérience le fun pour moi. J'ai toujours aimé ce que lui faisait. J'aime l'humour absurde. J'aime bien ce que Julien Bernatchez fait. J'aime bien les comment ça s'appelle, les Pic-Bois. Oui, les Pic-Bois, je les adore. Ils sont malades, pour vrai. Mike aussi, on a pas mal les mêmes goûts, je pense. Là, tu nommes les incontournables. Là. Il y en a beaucoup d'autres que, mais... Je me suis reclenché sur, justement, j'écoute pas gros de séries. Là. Je viens de finir sur Crave d'écouter les archives de RBO. J'ai vraiment aimé ça. La saison qu'ils ont faite pour TQS, là, je trouve que c'est vraiment fort. Ben, j'ai commencé à me les écouter l'autre fois, mais comme mon divan il est tellement confortable, je finis tout le temps par m'endormir dessus. Fait que je l'ai manqué des bouts, genre. OK. Moi, je trouve que c'est le top de ce qu'ils ont fait, là, la saison. Ce qui me fait rire, c'est au début, c'est que tu as un avertissement. Là, tu comme un avertissement pour dire qu'il va y avoir des avertissements. Ouais. Je trouvais ça juste fucking drôle. Là. Puis aussi, je me suis reclenché Bleu Poudre, là, pas trop longtemps. Ah oui. Ghislain Tachereau, puis Jacques Chevalier-Longueuil. Puis je trouve ça excellent. Ah ouais. Je trouve que la barre est haute quand même. Là. Ah, c'est clair, là, avec Pérus qui faisait de la musique aussi, avec Hutchison Fairmont. Ouais, c'est du gros stock. Est-ce qu'on peut se permettre de dire autant de choses aujourd'hui? Il faut tellement peser nos mots et faire attention à tout ce qu'on... Man, je me suis fait insulter comme de la marde l'autre fois quand j'ai juste commenté genre sur un post que une femme ne pouvait pas avoir le cancer de la prostate. Puis je me suis fait traiter de transphobe à cause que j'avais juste dit que une femme n'a pas de prostate.
Je suis pas médecin, là, mais tabarnak, là, on peut-tu... Un chat, c'est un chat, là. On a encore plus à rien à faire avec la pandémie. Tu sais, quand c'est rendu que tu fais même répondre à quelqu'un qui t'écrit ça, tu sais. Oh, yes, à un moment donné. Si quelqu'un t'appellera au téléphone pour te dire une platitude de même, tu raccrocherais, tu Ben, répondrais c'est ça. pas. À moins que ce soit une ligne ouverte, que ce soit voulu, genre d'appeler pour dire de la merde. Moi, je voulais J'ai déjà enlever fait. mon Facebook l'autre fois, puis là, je me disais, ah, j'aurais pu Messenger si quelqu'un veut me contacter, puis que j'ai pas son numéro de téléphone, mais si ce serait pas de Messenger, là, je pense que j'aurais même pas de Facebook, ça m'énerve là, de savoir qui a mangé quoi. Ouais, ça dépend, moi. Ma photo de brownies que j'ai postée hier quand je les ai faites, j'étais fier de la poster. Ça fait-tu, Mais, ça fait-tu 3 heures qu'on parle, là? hey, je sais pas, hein, mais on nous en allait à la fin, justement. J'ai des petites Avant questions. qu'il reste rien que nos deux sur le podcast. Ouais, mais ça, le monde, il écoute. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'il écoute jusqu'à la fin. Faut qu'ils disent, on décide d'un mot à la fin, puis il faut qu'ils le marquent dans les commentaires. Quelle Mais, était la dernière phrase du hey, podcast? je me souviens plus pour de vrai. Puis la dernière qui a été diffusée versus la dernière qui est enregistrée, c'est pas la même non plus. OK. Fait que, ouais, je me suis fait une couple d'épisodes en banque pour pouvoir faire autre chose Yes. pendant une couple de semaines, genre. Cool. Euh, ouais. Euh, ouais, ça, je veux dire, on parlait de jazz. Tu as quand même été dans le Sarge Jazz Band. Ça, le Serge Jazz Band, dans le fond, l'idée, c'était qu'entre les tunes de Serge, on jouait du vrai jazz pendant qu'il présentait des tunes. Puis il parlait longtemps. Des fois, l'entre-tune durait plus longtemps que la tune qu'on jouait après. Nous autres, on avait du fun pas mal à faire ça, mais je pense qu'on consommait trop à l'époque. Trop consommé, ça existe quand on est musicien. T'as raison, on consommait juste assez. euh, Chat ou chien? Nécrophilie. Ah, mais là, moi, je me demandais, parlant de nécrophilie puis de chat, en année de chat, c'est combien d'années d'humain pour que ça fasse 18 ans, chat? C'est du 7 fois 18 qu'il faut faire. Je Je pense sais. que c'est ça. Attends un peu, j'ai mon téléphone. Je vais te répondre tout de suite. Ça fait 8 milliards 537. 8 milliards 8,2. 537 d'années Ouais, de chat ou d'humain? ouais. Off les deux. C'est bon, ça. Ça Euh, tire McDo ou AW? AEW. Pourquoi? Excellente réponse. Parce que c'est plus salé encore. Les rondelles Les rondelles sont très salées. sont très bonnes aussi. Mhm. Je suis un fan des rondelles. Puis avoir ma shape, ça paraît, tu sais. OK. OK. Ben, peut-être si on mange assez de sel après notre mort, on pourra se faire enterrer dans l'entrée de quelqu'un. Puis à la place de payer un déneigeur, il va avoir assez de sel pour faire Béquin. fondre. Ça pourrait être un bon marché à exploiter. Ben oui. Burger ou poutine? Burger, tu sais, moi, si je vais dans un fast-food, ça va arriver souvent, je prends jamais le liqueur, jamais les frites, rien que le burger. Je trouve ça important que les gens qui écoutent ton podcast le sachent d'ailleurs. C'est une tranche de vie captivante. C'est des questions que je pose à chaque invité. Ça. C'est des petites questions de la fin en rafale. Je pourrais t'en Euh, parler vraiment plus longtemps, là, mais OK, j'écoute ben, ta prochaine question. le meilleur burger, il est où? À un moment donné, ma conjointe a fait des burgers vegan dans les recettes de Jean-Philippe. Je pense que ça a pris 3 semaines de préparer tous les maillots. C'est et de loin les meilleurs burgers que j'ai mangés de ma vie. Oh, wow. Sauf que, mettons ça, il faut qu'on se fasse inviter chez vous. Quelqu'un qui écoute puis qui veut savoir il est où le meilleur burger, mettons, d'une place qui est pas chez quelqu'un. Mais je pense que tu vas chez Cuisine de Jean-Philippe. Tu t'appelles Jean-Philippe directement. Mais je dois dire, ça donne beaucoup de gaz quand même. Il y a beaucoup de légumineuses. Ouais.
correct, ça. Euh, sur une pizza, avec ou sans ananas? Ah, sans ananas. Qu'est-ce que Très tu pur. mets? Moi, là, je suis très puriste de la pizza. Je trouve que le plus important, c'est ce que je mets en dessous. Je mets toujours un papier parchemin pour pas qu'elle colle dans le four. Excellent, excellent. Céline ou Ginette? Ginette. Élabore. Ben, je suis d'accord avec toi, mais côté puissance, côté voix, côté texte, côté... Fait que ça pile. C'est bon, ça, c'est vrai, il y a des sexy dans l'aura Cadieux. Puis, genre, François Massicotte ou Gad Elmaleh. Je vais prendre lui que je connais, François Massicotte. C'est bien, ça. Excellent. Fait que, as-tu un mot pour la fin que les gens aient écrit dans les commentaires? Pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin? Oui. Ah ouais. Un peu, faut que je le retrouve. Ça sera pas long. Mais hey, pendant que tu cherches ça, est-ce que tu as quelque chose à plugger? Y a-tu quelque chose, des shows virtuels, quelque chose avec mon oncle ou autre? Euh, Ce sera pas long. Je vais te répondre. Ah, il n'y a pas de problème. Moi, OK. pendant... Je, je veux pas annoncer des choses là, de Serge sans qu'il l'annonce officiellement. Tout ce que je veux dire, c'est que je pense que Serge a annoncé que tôt ou tard, il allait sortir du stock. C'est pas une grande surprise. On travaille fort pour bâtir un répertoire. On a beaucoup de stock de cumulé. Moi, ce que j'espère, tout ce que je veux plugger, c'est quand que la machine va rouvrir puis que la santé publique va permettre puis que la situation va faire en sorte que ce ne sera plus un gros risque de se voir, que ce soit un risque réel ou imaginé ou entre les deux. Moi, j'espère que les gens vont apprécier le fait de ressortir, d'avoir des gens, de se mêler aux autres, puis on va pouvoir. Tu sais, tantôt, je dis le contraire de ce que je disais tantôt. Je disais, ça m'énerve qu'on a besoin d'une pandémie pour réaliser qu'il y avait des affaires qui nous tenaient à cœur. Mais moi, je veux que les gens, pas rien que ce que Serge, puis ce que je vais faire, puis je veux que les gens sortent après, puis se défendent. Aussitôt que je peux aller boire une bière sur une terrasse, là, tu vas boire le Encourager cul assis sur une terrasse, là. encourager les restos, les bars, gaspiller tout l'argent que tu n'as pas. Moi, j'encourage les gens à carrément agir impunément. Impunément, il faudrait que je le cherche parce que je ne suis pas sûr que c'est à propos. Mais j'ai le mot que je voulais. OK? Donc, tu veux un mot que les gens doivent écrire? Ouais. Durian. Le durian. Durian. Le fruit. Pas le fruit dégueulasse, là. C'est ça, c'est un fruit avec une odeur infecte, nauséabond, qui est même interdit dans des autobus en Asie du Sud-Est. Et puis, il paraît que, étrangement, c'est délicieux. Donc, j'aimerais ça faire un parallèle avec l'album Peter Paul, groupe de rock. C'est bon, c'est excellent. Fait Donc, que, c'est comme, faut le manger, le disque, pour vraiment l'aimer. C'est comme les biscuits chinois. Les gens disent que ça marche jamais, le message qui est écrit dedans, mais il ne faut pas rien que manger le biscuit, il faut manger le papier aussi. c'est ça que... C'est pour Fait que ça c'est que ça n'avait pas durian. marché. C'est durian, le mot. Excellent. Fait que, hey, merci tout le monde. Merci Peter Paul d'être venu sur le podcast. Euh, Tout le monde, ben, allez sur le Patreon, allez sur le groupe, commentez, écrivez, mettez de la vie dans le groupe, sacrément. Pas rien que ça faire, moi, là. Faut que je fasse, faut que je fasse plein d'autres choses, là. Bref, c'est ça. Bye tout le monde, à la semaine prochaine.